Bon, ben c'est commencé. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette rencontre du mois de mars 2022. Je suis encore chez nous. On voit que Nicolas, Joris et Vincent sont dans les bureaux de Microsoft à Montréal. C'est la première rencontre où on est en hybride. En fait, non, pas la première, la deuxième. On en a eu un autre juste avant les fêtes. Je devais me joindre à eux au bureau de Microsoft aujourd'hui, mais ce matin, quand je me suis levé puis j'ai vu que les routes étaient pas déneigées, qui étaient glacées, j'ai décidé de rester à la maison. J'ai choqué. Fait que j'ai dit, on va rester à la maison pour cette fois-là. Mais ce n'est que partie remise. Pour tous les membres aussi, les prochains mois, la salle de Microsoft est aussi réservée. Donc, vous allez avoir la chance de venir vous joindre à nous si ça vous tente de vous joindre à nous aussi. Je vais juste changer. J'ai la langue de... Et voilà, je me vois parler tout croche là, quand je vois la lecture parce que la transcription était en anglais. Ce soir, ben, c'est la journée aujourd'hui, c'était la journée internationale des femmes et on a décidé d'inviter Chloé qui va venir nous parler de Dynamics 365. C'est une demande qu'on a eue des membres. Chloé disait merci de m'avoir invité pour parler de Dynamics 365. Ben, d'un, c'est cool parce que c'est la Journée internationale de la femme, puis d'avoir une femme qui vient nous parler, ben, ça fait honneur aux femmes. Et en même temps, ben, les membres du groupe d'usagers ont demandé à entendre parler de Dynamics 365. Et pourquoi pas prendre quelqu'un ben, qui en fait tous les jours. Fait que, ben, merci d'être là. Et Nicolas, est-ce que tu as un petit mot à dire avant de commencer? Bonjour. Bonjour, bienvenue. Le mot de bienvenue, c'est quoi? Tu me dis un petit mot, moi je prends un petit mot. Ben, est-ce que tu veux dire un plus long mot? Tu as quelque chose à dire avant qu'on commence avec la session? Non, mais en fait, on va probablement en parler un peu plus longuement une fois qu'on aura libéré l'espace pour Chloé, parce qu'on préférait quand même qu'elle puisse dormir, ça serait quand même bien. Mais non, c'est surtout super important dans le contexte, ça fait longtemps qu'on vous en parle de Dynamics 365, moi en particulier, je vous casse les pieds avec ce truc-là parce que Dataverse, Power Platform, toute cette affaire-là s'appuie, ou en tous les cas s'attache beaucoup à l'héritage de Dynamics 365. Donc, super content que tout le monde veuille en savoir plus sur ce que c'est et comment ça marche. OK, ben merci Nico. Et Chloé, c'est à ton tour. Fait que tu peux partager ton écran, te présenter. Je te laisse te présenter. Oui, pas de souci. Je vais partager mon écran. Hop. Partager celui-ci. Alors, dites-moi si vous voyez bien mon écran. Oui, ça va. Oui, Merci. super. Merci beaucoup. Ben, merci en tout cas d'être là pour parler de Dynamics 365. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble une recette pour pouvoir démarrer. Donc déjà, je vais me présenter un peu plus longuement. Donc moi, je suis Chloé Moreau, donc je suis consultante Dynamics 365 et Power Platform chez Abalone. Je suis MVP Business Application depuis 1 an. Sur la partie plus spécialement Dynamics 365. Je suis également membre et conférencière de la communauté AMS qui organise des événements surtout au niveau francophone et en France également. Donc je fais partie de cette communauté depuis un peu plus de 2 ans. Je suis française, j'habite à Paris, mais comme je disais tout à l'heure, je navigue aussi bientôt vers la Suisse. Moi, j'ai un peu plus de fromage. Et vous allez le voir, on va parler beaucoup de cuisine parce que voilà, je suis très attachée à la cuisine. Et d'ailleurs, mon blog que vous pourrez retrouver en lien s'appelle Dynamics Grace Kitchen. Vous pourrez retrouver toutes les anciennes conférences que j'ai pu faire, également voilà, des articles sur Dynamics 365. Donc n'hésitez pas à aller le voir, à regarder. Je parle des différents modules qu'on va un petit peu introduire ensemble ce soir. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn et sur Twitter pour les prochains événements. Donc ensemble, on va en 1 heure donc faire une recette plutôt facile ce soir, qui va vraiment donc à destination donc des entreprises.
On va utiliser plusieurs ingrédients et d'ailleurs, Serge et Nicolas l'ont introduit tout à l'heure. Donc on va parler un petit peu quand même de Dataverse, vous allez voir pourquoi. Également de Power Apps, pourquoi on utilise Power Apps dans Dynamics 365 et bien sûr notre ingrédient principal qui est Dynamics 365. Donc on va en fait, mélanger tous ces ingrédients pour obtenir vraiment une application métier qui est prête à l'emploi. Donc on va surtout se baser sur un use case ensemble, ce soir, qui va être Dynamics 365 Sales, qui est, voilà le module, plutôt partie commerciale, sur lequel on va s'intéresser. Mais vous allez voir qu'il y a énormément d'autres modules qui sont disponibles. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que Dynamics 365? On va faire un petit peu, d'histoire. Donc Dynamics 365, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, tout d'abord, on avait, le CDS, donc ce qu'on appelait le Common Data Service, d'accord? Donc là, c'est surtout la terminologie qui a changé, parce que maintenant il s'appelle Dataverse. C'est surtout des noms en fait, qui ont été changés à l'intérieur. Donc par exemple, avant on parlait d'entité, maintenant on va parler de table. On va avoir les champs, maintenant ce sont des colonnes. C'est ce qui va permettre en fait de faciliter la gestion et le stockage des données, qui sont basées dans le cloud. Ça va permettre également d'avoir des données donc sécurisées et implémenter des rôles de sécurité. Je vais en reparler un peu plus en détail tout à l'heure. Et le point très important, c'est ce qui va permettre de créer rapidement des applications qui vont utiliser les données de Dynamics 365, que ce soit des modèles Driven Apps, des portails ou bien des Canvas Apps. On va aller un petit peu plus loin au niveau donc de son histoire. Donc il faut savoir qu'il y a 3 briques différentes. Donc on a la première brique, un petit peu partie CRM. Donc la partie CRM, c'est la partie Customer Relationship Management. Donc là, c'est vraiment une solution qui va permettre de gérer la relation client, donc vraiment basée sur le cloud de Microsoft, qui va comprendre plusieurs applications. On va en voir ensemble une ce soir, ce qui est l'application Dynamics 365 Sales, qui est l'une des plus connues, qui va vraiment permettre aux entreprises en fait de qualifier les prospects, de gérer les opportunités de vente, d'établir des relations avec les clients, de pouvoir pousser les ventes, de pouvoir même faire des prédictions et d'optimiser les campagnes de marketing. Ensuite, on va avoir la partie ERP. La partie ERP, c'est Enterprise Resource Planning. Donc là, c'est plus la partie qui va gérer la finance, la chaîne d'approvisionnement, tout ce qui est par exemple la production, la génération de rapports, tout ce qui est la fabrication, etc. Et ensuite, on a en fait la brique Business Central qui, elle, en fait, va être un peu entre les deux, qui est la solution Cloud ERP pour les petites et moyennes entreprises. Donc là, c'est ce qui va permettre en fait de gérer la finance, tout ce qui est la production, l'expédition, etc. Et ça va également contenir donc des fonctionnalités CRM. Et on va le voir en détail un peu plus après les différents modules qui existent. Donc au niveau de ces usages. Donc Dynamics 365, qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est ce qui va vous permettre d'automatiser, vraiment d'automatiser les processus de votre entreprise grâce à des applications métiers. Donc, on va le voir, c'est différents modules qui vont pouvoir même s'imbriquer et pouvoir partager de l'information entre ces différents modules. C'est ce qui va permettre également d'avoir cette vision à 360 degrés. Donc, on va pouvoir voir, par exemple, tous les liens, toutes les activités d'un contact, toutes les interactions qu'on a eues, que ce soit sur un point de vente ou bien sur, par exemple, s'il a navigué sur le site web en fait, de notre entreprise, etc. On peut le voir également, c'est vraiment Dynamics 365, donc un outil qui est mobile. Donc, il va être disponible sur le desktop, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, donc le client web. Ça peut être également disponible sur la tablette ou bien sur smartphone. C'est ce qui va permettre également d'avoir vraiment cette accessibilité de données. Donc là, c'est l'accessibilité de données, hein, que ce soit pour les personnes qui sont au front ou au back-office.
Et ensuite, on va voir la dernière partie, donc la dernière brique qu'on voit ici. Je vais prendre mon petit pointeur, qui est la partie analyse. Là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin en termes de tableau de bord. On va le voir ensemble, hein, que ce soit des tableaux de bord standards avec Dynamics 365 ou que ce soit des tableaux de bord beaucoup plus poussés avec Power BI. Donc là, pour vous présenter donc, les différents modules qui existent dans Dynamics 365. Il y en a beaucoup, on ne va pas rentrer dans le détail vraiment de tous les modules qui sont disponibles, mais pour savoir que ça va dépendre en fait des besoins que l'entreprise recherche en fait. Donc par exemple, si l'entreprise recherche un outil qui va lui permettre voilà, d'optimiser ses ventes, de mettre en place des objectifs pour ses commerciaux, de suivre les différentes étapes de facturation, de devis, etc. On va pouvoir plutôt utiliser la partie sales, qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Ou bien si par exemple mettre en place des campagnes marketing, des campagnes d'emailing, mettre en place des événements, on va plutôt utiliser la partie marketing, donc le module marketing donc de Dynamics 365. Et là, vous voyez que c'est découpé de la partie front et la partie back-office. Donc là, ce sont plus les outils qui sont utilisés par le front office. Et on va retrouver donc des outils qui sont un peu entre les deux. La partie commerce, parce que ça va être des outils qui sont pour les magasins, par exemple, pour la gestion des stocks, ou les magasins en ligne, donc physique ou en ligne. Et ensuite, on va avoir la partie back-office. Donc là, je vous en parlais tout à l'heure, la partie un peu plus ERP, donc avec la partie finance pour la gestion voilà, des stocks. On peut avoir la gestion des approvisionnements, également voir par rapport à la fabrication. On va avoir la partie, par exemple, Project Operation pour pouvoir dire les différentes, mettre en place différents projets avec un planning un peu comme Gantt qu'on va pouvoir utiliser. Donc voilà un peu tous les modules qui existent. On ne va pas rentrer trop dans le détail ensemble de tous les modules parce que ça prendrait un petit peu de temps. Mais moi, je tiens vraiment à vous montrer celui Sales qu'on va voir ensemble tout à l'heure, qui est vraiment très important, l'un des plus populaires et qui va vous permettre vraiment de visualiser ce qui est possible de faire donc, avec Dynamics 365. Excuse-moi, Chloé, il y a Oui, une question de Francis. oui, Oui, bonjour. Je bonjour. voulais savoir si Dynamics 365, tel qu'on le voit aujourd'hui, il hérite des anciens Dynamics sur serveur comme AX, GP, CRM. Tout à fait. Il y a plusieurs ERP, là, il y a NAV, il y a GP, il y a AX. Lequel a été le chanceux qui a été amené dans le cloud ou est-ce que c'est un mélange de tout ça? Donc, comment ça s'est fait là, au niveau, si on revient encore plus loin là, dans la préhistoire des serveurs? Comment ça s'est amené finalement dans Dynamics 365? Alors ça s'est emmené, voilà, déjà à cause de l'arrivée du cloud, et c'est surtout avec la concurrence, on ne va pas se cacher également de Salesforce sur vraiment la partie CRM et la partie ERP, donc plus SAP. Donc la partie Dynamics 365, par exemple, AX, qui est l'ancien finance en fait, qu'on voit ici. Donc c'est l'ancien module finance et en fait qui va englober d'autres parties, par exemple que pour la partie, opération. Ensuite on va avoir Dynamics 365 Nav pour la partie un peu plus, sales, Dynamics CRM également et cetera. Donc on tend vraiment de plus en plus donc à ces nouveaux modules qui sont Dynamics 365, beaucoup plus spécialisés pour le cloud. OK, fait que ça OK. partit d'un mélange de plusieurs, mais là, c'est de plus en plus intégré. Puis, Exactement. Et là, parfait. oui, on a de plus en plus en fait de modules éclatés. D'ailleurs, il y a eu des nouvelles annonces dernièrement sur un nouveau module et de plus en plus sur des modules d'intelligence artificielle. Je ne les ai pas mis ici, mais on va avoir par exemple Customer Insight, on va avoir Sales Insight, on va avoir d'autres modules que pour la fraude protection également, qui est un module d'intelligence artificielle. Donc ça, ce sont des choses qui vont venir se greffer en fait sur d'autres modules qu'on va pouvoir rajouter
Par exemple, Sales, on va pouvoir rajouter le module de Sales Insight d'intelligence artificielle pour pouvoir prédire en fait des ventes, avoir des recommandations de prospects, par exemple, depuis LinkedIn, etc. Merci beaucoup pour la réponse. Si je peux, Ah bah, si je de peux rien. compléter, s'il te plaît, si tu veux, Chloé. Bien sûr. Parce que je sais que Francis, on vient de la même compagnie, puis je sais qu'il connaît le background de Dynamics comme sa poche. Donc, Dynamics, on avait AX, qui était Axapta. Donc, Dynamics AX était devenu Finance and Operation, et maintenant, il est découpé entre plusieurs modules. Donc, on a Finance et Project Operations qui sont tirés de l'ancien Axapta, finalement, l'ancien AX. On a Navision qui est devenu Business Central. Donc, Navision est devenu la partie Business Central. Ça a été entièrement revampé et Navision n'existe plus maintenant en tant que produit. GP n'existe pas. Il n'y a pas d'équivalence à GP. Donc, on est dans la gamme inférieure avec le mode client-serveur. Le client-serveur façon GP n'existe plus dans la gamme Microsoft. Maintenant, on est plutôt avec une gamme entièrement serveur qui est uniquement basée sur, comme Chloé, tu l'expliquais, sur vraiment deux offres essentielles qui sont Business Central, qui est un truc un peu out of the box, un peu comme Navision qui fait un peu tout pour les petites entreprises. Et dès que les entreprises sont plus grosses, elles vont avoir tendance à aller vers quelque chose de plus fragmenté avec sales, finance, opérations, comme un ERP un peu plus gros. Tout à fait. Merci beaucoup des précisions. Merci beaucoup. Il y a une question de Mario aussi. Vas-y, Oui. Mario. Mario est timide aujourd'hui. Peut-être le micro. Mario, tant pis pour toi. OK, ben Joris, vas-y en attendant. Oui, moi j'ai une question un peu plus technico-pratique pour bien comprendre. Alors, je suis vraiment novice, néophyte dans ce milieu-là. La partie sales, est-ce que c'est la même qu'on retrouve sur l'apprendre de manière indépendante ou c'est la partie qui est prise dans le business central? C'est deux choses qui sont totalement séparées. Oui. Okay. Oui, c'est vraiment deux choses qui sont totalement séparées. Dans Business Central, on va retrouver vraiment quelques fonctionnalités de la partie sales. Mais sur la partie sales, on va le voir ensemble tout à l'heure, il y aura vraiment beaucoup plus de fonctionnalités, surtout sur la partie devis, et ça ne va pas se présenter de la même façon en termes d'ergonomie, en termes d'expérience utilisateur. On va avoir vraiment deux choses différentes parce que la partie sales, customer service, marketing et également field service qui vont, elles, se baser sur model driven app. Donc, on va le voir ensemble comment ça se présente. Je pourrais vous montrer également Business Central, je ne sais pas si vous connaissez. Mais on va voir vraiment cette ergonomie différente et en termes de personnalisation de l'application, ça va pas fonctionner de la même façon. Pour la partie sales, model driven app, on va pouvoir personnaliser grâce à Power Apps, alors que la partie business central, on ne pourra pas. Ça va être beaucoup plus complexe en termes de personnalisation. Pour schématiser, en gros, Business Central, c'est l'entrée de gamme. Oui. Quand tu démarres, en fait, une petite compagnie, elle démarre avec Business Central et puis c'est du tout inclus. Donc, tu as tout dedans. Mais tu as tout dedans petit. Donc, dès que tu veux passer à la vitesse supérieure, à la taille supérieure, ben là, tu pars du côté des autres modules qui sont indépendants, mais qui vont permettre de grossir, mais qui peuvent s'intégrer dans le fonctionnement de Business Central. C'est-à-dire que tu peux à un moment faire un trigger de faire basculer ta CRM de celle de Business Central vers Dynamic Sales. Tout à fait. Merci beaucoup. Mario, est-ce que tu es de retour? Oui, j'avais un téléphone, excusez-moi, entre-temps, et mon téléphone est fini. Donc, si je comprends bien, Business Central, c'est le corps de tout le Dynamics 365 au départ. Non. OK. Parce que moi, ce que je veux savoir, c'est que lorsqu'on accède à Dynamics 365, j'imagine qu'on n'a pas accès à tout ça en même temps. Il faut identifier qu'est-ce qu'on veut, comment ça marche. Exactement. En fait, ça va vraiment dépendre de vous,
qu'est-ce que vos besoins à vous? En fait, voilà, si c'est par exemple, vous êtes, une entreprise, une petite entreprise, voilà, vous démarrez, vous n'avez pas d'outil qui va vous permettre de gérer vos ventes, de gérer la partie un peu, RH, la partie, tout ce qui est un peu marketing, la partie facture et cetera. Il y a Business Central qui pourra répondre à ce besoin. D'accord, parce que va s'adresser vraiment à, des entreprises, de petite et moyenne taille, et un peu comme ce que disait Nicolas tout à l'heure, si vos besoins évoluent, si votre entreprise, voilà, grossit et que vous avez besoin, bah, par exemple, vous avez plusieurs services maintenant avec beaucoup de personnes qui travaillent sur des outils différents, vous pourrez, passer sur des modules beaucoup plus larges qui ont des fonctionnalités beaucoup plus, avancées, comme la partie sales qu'on va voir ensemble. Si par exemple vous avez, voilà, des centaines de commerciaux, là, vous pourrez rajouter des modules complémentaires, par exemple, LinkedIn Sales Navigator pour pouvoir, connecter donc LinkedIn directement dans le module Sales, avoir même des prédictions donc avec l'intelligence artificielle, également faire l'intégration avec Outlook, avec, SharePoint, qu'on va pouvoir voir et cetera. Alors qu'avec Business Central, on va être limité à un moment donné en termes d'évolutivité, en termes d'intégration dans l'environnement Microsoft 365. OK. Si tu me permets, Oui. Chloé, et tu vas me corriger si je me trompe. Bien sûr. Par rapport à ta question, Mario, Dynamics 365, c'est l'évolution de Dynamics CRM. Okay, donc avant, il y a longtemps, on parlait de Dynamics CRM. Dynamics 365, c'est la brique Dynamics CRM qui vient avec automatiquement Dataverse. Par contre, dans Business Central, si jamais tu fais le choix de partir dans Business Central, tu n'es pas sur Dataverse. Ce système-là, Business Central, n'est pas compatible Dataverse. OK. À un moment, c'est deux choses différentes. Soit tu as Business Central où tu prends juste Business Central et qui est en dehors de Dataverse, soit tu pars avec Dynamics 365 et là tu fais un autre choix avec des outils qui sont dans Dataverse. Et à terme, voilà, ce qui est souhaité, c'est que, bien sûr, Business Central vienne dans Dataverse, également sur la partie ERP, finance, etc. Donc pour le moment, ça sera plus la partie sales, marketing qui sont sous Dataverse et on va voir, qu'est-ce que ça a comme bénéfice, si vous connaissez déjà. À terme, oui, déjà, il y a Business Central, hein, il y a la possibilité de configurer, une base Dataverse, déjà actuellement. D'accord. Ouais. OK. Puis finalement, c'est la relation avec Power Platform, comment ça se fait? Oui, bah, C'est quoi l'interrelation? Ouais, bah, ça, je vais vous le montrer juste après, ça tombe bien. OK, parfait. Bon, ben, On va voir ensemble comment ça interagit avec la Power Platform, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, et cetera. Je vais vous parler un petit peu aussi de l'historique qu'il y a eu sur ce point-là, que vous puissiez OK, merci. resituer. C'est moi. Merci beaucoup. Puis juste avant d'aller plus loin, là, en termes de très high level, là, c'est quoi la vision Dynamics 365 par rapport à Microsoft 365, Teams, SharePoint? Comment est-ce que c'est positionné? Est-ce qu'il y a une intégration? Tu sais, si on met un document dans Dynamics 365 ou que ce soit, est-ce qu'il est sous SharePoint en dessous ou c'est complètement distinct? Puis à quel point ça se personnalise? C'est une très bonne transition pour mon slide suivant, Merci. où je parle de un peu l'écosystème, hein, comment se positionne Dynamics 365. Sur la partie, on va le voir, sur la partie sales, ça va vraiment, s'intégrer dans l'environnement Microsoft 365. Avec l'intégration avec SharePoint, on va pouvoir stocker directement les documents dans SharePoint. Là, il y a toutes les nouveautés qui sont sorties avec Teams. Donc de pouvoir avoir le chat intégré directement dans Dynamics 365. La partie Outlook, hein, de pouvoir faire le suivi des mails directement intégrés dans Dynamics 365. Également donc SharePoint et voilà, c'est tout. La partie Power Platform que je vais détailler un petit peu plus, mais
il faut savoir que toutes les personnalisations qu'on va réaliser sur la partie sales, marketing, va s'appuyer sur Power Apps pour réaliser les personnalisations. Donc, comment on va pouvoir ajouter des nouvelles colonnes, des nouvelles tables, etc. Ça, je vais en parler juste après. On va pouvoir connecter sur Power BI pour visualiser les données. Power Automate pour pouvoir mettre en place des flux automatisés, etc. Donc là, en fait, Dynamics 365 va vraiment s'intégrer donc dans cet environnement Microsoft, que ce soit en termes de données, en termes de structuration, en termes de connexion, donc avec l'Azure AD, et bien sûr tout ce qui est LinkedIn, que je vais rentrer un peu plus en détail juste après. Donc, je pense que les questions du coup viendront juste après avec ma présentation. Là, je voulais reparler donc de la structure donc, de Dynamics 365, vraiment la comprendre. Donc, on a déjà un petit peu parlé précédemment, mais c'est important de bien resituer donc la partie Dataverse. Il faut savoir que donc certaines applications Dynamics 365 donc, se basent donc sur le Dataverse. C'est ce qui va permettre donc de stocker, de gérer les données qui sont utilisées dans ces différentes applications, qu'on va pouvoir réutiliser donc dans Power BI, Power Apps, Power Automate et Power Virtual Agent. Donc ça, c'est vraiment un énorme bénéfice, un énorme avantage donc de ce lien avec Dataverse. On va le voir qu'on va pouvoir manipuler en fait les données, donc en créant par exemple des applications métiers directement sur le téléphone pour pouvoir gérer ses prospects, qui vont aller s'incrémenter directement dans Dynamics 365, donc dans Dataverse, pour ensuite aller mettre à jour le rapport Power BI derrière, etc. Donc ça, c'est vraiment un gros gain de temps et d'avoir vraiment ce modèle de données structuré. Que je vais en reparler juste après, avec la slide juste après, qui est ici, qui est le Common Data Model. Donc, pour vous expliquer un petit peu le Common Data Model, en fait, là, c'est vraiment le schéma. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé, donc, on est passé du CDS au Dataverse. Dans le Dataverse, donc, on utilise des tables. Donc, ici, on va avoir plusieurs tables. On va avoir la table, par exemple, Account, Appointment, Campaign, etc. Donc, différentes tables pour lesquelles, vous voyez, j'ai différentes applications. Donc là, j'ai l'application Dynamics 365 Sales, Service, Finance, Supply Chain, etc. Et donc, le gros avantage, en fait, d'avoir vraiment, donc quand on va installer, en fait, Dynamics 365 Dataverse, en fait, on va avoir des entités standards qui sont créées par défaut. Et ce sont des entités, donc des tables qui sont utilisées fréquemment, d'accord? Qu'on va pouvoir retrouver dans différentes applications. Donc, par exemple, ce qui est vraiment très important, c'est par exemple pour Account. Account, c'est la partie compte que je vais, par exemple, utiliser dans Sales, mais que je vais également utiliser dans la partie marketing, d'accord? On le voit ici, j'ai ma table compte. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment deux applications scindées. Donc, la partie sales et la partie marketing. La partie sales qui est utilisée par mon service commercial et l'application marketing qui, elle, est utilisée par mon service marketing. Mais ils utilisent les mêmes comptes, d'accord? Donc là, par exemple, je vais pouvoir retrouver ici dans mon application marketing le compte Contoso, par exemple, que je vais retrouver également dans la partie sales. Et mes utilisateurs vont travailler les deux dessus, pouvoir interagir avec ces données qui seront mises à jour, donc en parfaite synchronisation. OK? Mais le gros point fort, c'est qu'on va pouvoir en fait utiliser donc ces données, mais en pouvoir rajouter des informations. Donc par exemple, sur mon formulaire avec Contoso, sur la partie marketing, je vais pouvoir mettre par exemple un champ qui va me dire, ben voilà, Contoso reçoit ce type de campagne emailing, alors que je ne vais pas le retrouver sur la partie sales, par exemple, ce champ.
Donc ça, c'est vraiment un gros point fort donc, de ce Common Data Model, de vraiment utiliser les mêmes données, donc le même modèle de données pour les applications. Est-ce que c'est clair sur ce point? N'hésitez pas, hein. Oui, ça va. Ça va? Je vois des Super. pouces, il y a des pouces qui sont présentés un peu OK, partout. bon, bah, super. On va rentrer un petit peu plus en détail sur la partie, sécurité. Donc la partie sécurité, il faut savoir qu'on va avoir en fait, donc quelque chose de complètement différent, hein. Si vous connaissez, la partie SharePoint, on va avoir quelque chose de complètement différent, quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place beaucoup plus complexe. Donc on va avoir nos divisions. Les divisions, ça peut être par exemple des services dans lesquels on va pouvoir ajouter des utilisateurs, ajouter des équipes, etc. Et on va pouvoir créer des rôles de sécurité. Des rôles de sécurité, en fait, ce sont des privilèges qui vont autoriser donc les utilisateurs à effectuer des actions. Et on voit qu'on a énormément d'actions qui sont disponibles. On va pouvoir, par exemple, créer un nouvel enregistrement, lire un enregistrement, l'écrire, le supprimer, l'attribuer, le partager. Donc ça, ce sont tous les privilèges qu'on va pouvoir donner à un utilisateur en fonction d'un rôle de sécurité. Et il faut savoir qu'un utilisateur peut avoir plusieurs rôles de sécurité. OK. Donc par exemple, si, par exemple, j'ai un rôle de sécurité qui me dit que j'ai la possibilité de lire uniquement, les comptes et j'ai un autre rôle de sécurité qui me dit que, ben, moi, j'ai la possibilité de créer des comptes, ça va être celui qui, a le plus, en fait, de privilèges, qui, prévaut. Donc ça va être, par exemple, la partie, je vais pouvoir créer des comptes et les lire. D'accord? Donc c'est complémentaire. Donc ça, c'est ce qui permet vraiment de, mieux visualiser ce qu'il est possible de faire, mais en termes de, sécurité sur, la partie Dataverse. Donc ça, c'est vraiment ce qui est appliqué sur la partie Dataverse. On peut aller un peu plus loin en termes de spécificité. On va pouvoir mettre de la sécurité basée sur les champs. Donc sur les champs de notre formulaire, on va pouvoir restreindre l'accès. Donc par exemple, moi j'ai accès, donc au formulaire Contoso de mon compte, mais il y a un champ très critique qui est par exemple, le chiffre d'affaires, N-1 de Contoso. Moi je fais partie de par exemple, l'équipe commerciale, je n'y ai pas accès. Donc je peux restreindre en fait, la visualisation de la donnée dans ce champ, uniquement pour les personnes qui ne doivent pas y avoir accès. Mais par exemple, si je suis le directeur de la société et ça c'est une information qui est importante pour moi, je vais pouvoir m'ajouter en fait un rôle de sécurité qui va me permettre d'accéder en fait à cette donnée en visualisation. On va pouvoir, mettre par exemple, hem, en termes de visualisation, en termes de modification, en termes de suppression également. Donc ça, c'est important. Voilà en termes de sécurité. Tu permets que j'ajoute juste un truc, Chloé? Bien sûr, avec plaisir. En fait, ce qui est super intéressant avec Dataverse, c'est que à ce jour, chez Microsoft, c'est le seul système de base de données vraiment orienté application d'entreprise, dans la mesure où c'est pas seulement ce que vous pouvez faire dans l'application qui est important, c'est quelquefois, c'est aussi au nom de quoi, au nom de qui vous êtes en mesure de le faire. Est-ce que vous pouvez, par exemple, ajouter une application au nom de votre division, ou de votre compagnie, ou de votre équipe? Donc, ce n'est pas seulement vos permissions en tant qu'utilisateur, mais c'est aussi les permissions au nom de qui vous pouvez agir. Et ça, c'est quelque chose que moi, en tous les cas, je n'avais pas vu ailleurs dans d'autres systèmes de base de données. La première fois que je l'ai vu, c'était dans Dataverse. Et c'est super puissant quand il s'agit de gérer les délégations à l'intérieur d'une entreprise. Donc, qui va travailler si jamais moi, je ne suis pas là? Est-ce qu'il va publier un enregistrement en son nom? Est-ce qu'il va devenir propriétaire de l'enregistrement? Ou est-ce qu'il va créer un enregistrement qui va maintenant appartenir à la compagnie ou à la division? Donc, en termes de gouvernance, c'est hyper structuré, c'est très pointu, ça nécessite énormément d'efforts en termes de personnalisation,
mais c'est super puissant. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi, Nicolas. C'est que au début, quand on va vouloir mettre en place vraiment ce modèle de sécurité, ça va demander voilà, beaucoup de réflexion, de bien mettre à plat le modèle en fait, de sécurité qu'on veut du coup mettre en place dans Dataverse et bien penser voilà, à ces différents niveaux, que ce soit les divisions, les rôles de sécurité, les équipes hein, qu'on va pouvoir créer également, les niveaux d'accès sur les champs, etc. Donc ça, c'est vraiment une très grosse partie de Dataverse. Ok. Ce que je vous propose, c'est de passer à la partie. Il y avait une question tout à l'heure donc sur les liens avec la Power Platform. Donc, il faut savoir qu'on a la possibilité donc d'aller plus loin en termes de personnalisation. On va pouvoir personnaliser donc avec Power Apps. Donc, dès le moment où, par exemple, sur le module Sales, on va vouloir mettre en place un nouveau formulaire, créer des nouveaux affichages, mettre en place des tableaux de bord, des graphiques. En fait, tout va se passer sur Power Apps. Je vais vous montrer un peu plus en détail dans la démonstration après. Ici, on va par exemple avoir le formulaire contact avec différentes colonnes, différents champs, vous voyez, avec le prénom, deuxième prénom, etc. Et ça va fonctionner assez simplement avec des glissés-déposés pour pouvoir ajouter des champs dans ce formulaire. Donc vous verrez que c'est assez rapide. Ensuite, on va pouvoir automatiser avec Power Automate. Donc, nativement, en fait, on n'utilisait pas Power Automate pour la gestion des business process flow, la création des règles métiers, etc. Maintenant, tout se passe sous Power Automate. Donc, que ce soit pour la création de business process flow que je vais vous montrer juste après, ce qui va nous permettre en fait de visualiser les différentes étapes d'un processus. Il va y avoir la partie workflow hein, que vous connaissez peut-être, quand on va vouloir déclencher par exemple des flux instantanés, des flux automatisés hein, qui vont travailler en arrière-plan lorsqu'une action va être réalisée dans Dataverse, parce qu'il y a le trigger du coup Dataverse qui existe, ou bien planifié à une certaine fréquence. Et ensuite, on va avoir les règles métiers. Les règles métiers, c'est surtout quand on va vouloir, par exemple, afficher un champ en fonction d'une certaine valeur, par exemple, ou calculer un champ selon ce qu'on avait renseigné précédemment. Donc ça, ce sont les règles métiers qu'on va pouvoir mettre en place directement dans l'application. Ensuite, on va avoir la partie avec Power BI. Donc là, je vous ai mis un exemple de Sales Analytics for Dynamics 365, qui est un add-on que vous trouverez sur Microsoft App Source, où vous pouvez rajouter directement en fait, ce tableau de bord Power BI dans votre application Dynamics 365, qui va vous permettre en fait, de visualiser certains indicateurs en fonction de, par exemple, les revenus que vous avez fait cette année, les revenus par région, par pays, etc. Mais il y a toujours la possibilité de créer des rapports avec Power BI Desktop pour ensuite les intégrer dans Dynamics 365. Donc connecter avec les données de Dataverse. Sur ce point, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais on a la possibilité donc de l'intégration avec Microsoft 365, donc la partie SharePoint. Hein. On va pouvoir stocker directement des fichiers dans Dynamics 365 qui vont aller en fait s'intégrer dans un site SharePoint qu'on aura préalablement créé avec par exemple l'architecture que vous voudrez mettre en place. Donc par exemple, vous pourrez mettre par exemple, si vous mettez des fichiers dans Contoso, ça va créer un dossier Contoso et à l'intérieur de ce dossier, vous aurez les différents fichiers que vous aurez mis dans Dynamics 365. Donc, il y a vraiment cette intégration entre les deux. On va voir la partie Outlook. Donc, par exemple, quand vous allez recevoir un email d'un de vos clients, vous aurez en fait, si vous avez rajouté la synchronisation Outlook,
dès le moment où ce mail sera reçu, il va aller s'incrémenter directement sur la fiche de votre contact. Donc, il y a cette adresse email et en fait, il aura reconnu l'adresse email dans Outlook qui va aller l'intégrer pour avoir toutes les activités, donc vraiment tout le suivi des interactions avec ce contact, avec ce client. Ensuite, on va voir la partie Excel. Excel, on va pouvoir, par exemple, on va avoir différents rapports qu'on va pouvoir exporter directement dans Excel pour pouvoir jouer avec les données, créer, par exemple, si vous avez besoin de créer un rapport directement pour une réunion X, ou bien extraire, par exemple, toutes les personnes qui ont une adresse mail sur le Canada, par exemple, de vos clients. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et le dernier qui est Teams. Donc Teams, on a maintenant les chats directement intégrés dans Dynamics 365. On peut directement composer un numéro dans Dynamics 365. Je vous montrerai, j'ai la feature dans mon application juste après. Ok. Je pense que je reviendrai sur ce point juste après. On va passer au use case, à la démonstration, et je reviendrai sur le point juste après. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au use case, qui est, on va optimiser ses ventes donc avec Dynamics 365 Sales. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce module, en fait, c'est celui qui va permettre d'avoir cette vision à 360 degrés des prospects, des opportunités, des clients. Ça va permettre vraiment d'automatiser le processus de vente, de fixer et de suivre les objectifs des commerciaux. D'accord ? Donc nous, notre use case, on va avoir donc un nouveau prospect qu'on a ici. Donc ce prospect, on l'a rencontré sur un événement, par exemple sur ce meetup. On va le rentrer directement dans notre application Sales. On a contacté ce prospect et suite à ce contact, il nous a dit qu'il avait un potentiel besoin. Donc, ce qu'on va faire, on va qualifier ce prospect. Donc, ce qui va créer en fait une fiche, un enregistrement, une donnée, société. Ensuite, ça va transformer en opportunité et j'aurai le contact. Et de cette opportunité, si on la conclut, on va avoir créé un devis. Ensuite, si ce devis est validé, on va créer une commande et derrière, on va avoir une facture. Donc, c'est pour un peu vous schématiser le processus qu'on peut mettre en place directement dans Dynamics 365 pour suivre vraiment ce processus commercial de A à Z. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer ici à la présentation. Vous voyez toujours mon écran ? Oui. Oui, super. Donc là, on est sur Dynamics 365 Sales, donc qui est l'application qui va permettre de gérer les prospects. Donc on est vraiment sur une model driven app, d'accord ? Pour vous montrer, je ne pense pas avoir Business Central sur celui-ci. Non. Je voulais vous montrer la différence avec Business Central en termes d'ergonomie pour que vous visualisiez. Voilà, pour vous montrer. Vous voyez qu'on a quand même quelque chose de différent. On va travailler, donc là c'est en allemand, je pense. Donc là, on a différents onglets, etc. Et vous voyez que c'est complètement différent en termes de présentation, en termes d'expérience utilisateur. Donc là, on est vraiment sur une model driven app où on va retrouver donc tous nos menus ici qu'on va pouvoir modéliser, qu'on va pouvoir modifier avec les sociétés, les contacts, les prospects, les opportunités, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est on va créer ensemble un nouveau prospect. Je vais juste rafraîchir. Hop. C'est l'effet démo. Ça arrive. Ça arrive.
Ok, il arrive. Donc là, vous voyez que je peux visualiser. Donc là, en fait, j'ai un affichage qui va me permettre de visualiser tous mes prospects. Mais je vais pouvoir modifier cet affichage, hein. Vous voyez que j'ai d'autres vues qui sont disponibles. Je vais pouvoir dire, par exemple, je veux seulement les prospects qui sont ouverts, donc qui n'ont pas été qualifiés, les prospects fermés, etc. Donc nous, on va cliquer sur Nouveau. Et là, vous voyez que j'ai un formulaire. Donc ce formulaire, il va me permettre donc de renseigner différentes informations. Donc là, je vais renseigner par exemple le prénom. Donc là, par exemple, on va mettre Sacha, comme ceci. On peut mettre une civilité. Vous voyez, j'ai un champ avec une liste déroulante. Je vais pouvoir mettre monsieur, la fonction, le téléphone professionnel, le téléphone mobile, le courrier électronique, etc. sacha.pouli@test.fr par exemple. La source du prospect, donc on a dit qu'on l'avait rencontré sur un événement. Je peux mettre le nom de la société. Tester. On va pouvoir mettre la rue, le nom, le pays. Là, vous voyez, j'ai une carte Bimap qui va directement en fait, se synchroniser en fonction de ce que j'aurais mis dans les différents champs. Ok. Donc là, je vais enregistrer. Et là, vous voyez que j'ai donc, on visualise en fait ici un business process flow. Ok. Donc là, c'est les différentes étapes en fait de mon processus commercial. Ok. Donc là, je vais avoir par exemple la qualification du prospect. Donc là, on va dire mon prospect a été qualifié. Ok. Il m'a contacté, ou je l'ai contacté, on a reçu un besoin. Donc là, je vais dire je veux qualifier. Donc là, j'ai un petit bouton qui va me dire besoin. Et une fois que j'aurai cliqué sur ce bouton, donc c'est le use case qu'on a vu tout à l'heure, ça va me créer donc le contact Sacha Pouli. Ça va me permettre là de créer directement une opportunité. Ok. Et ça m'a créé donc la société Testet. Ok. Donc là, je vais lui dire besoin, donc formation par exemple, Dynamics 365. Là, je vais pouvoir remettre tester parce que c'est mon client final par exemple. On va mettre ici Sacha Pouli, on peut laisser comme ceci. On peut mettre énormément d'autres informations, hein. Il faut savoir que là, c'est totalement personnalisable, hein. Donc là, c'est par exemple pour ma société. Je vais enregistrer. Et là, j'ai mon opportunité. Donc si je vais sur tester, vous voyez ici à droite, j'ai bien mon contact principal qui a été rattaché, donc Sacha Pouli, et on voit avec différentes informations, d'accord? Et si je vais ici, j'ai un onglet opportunité, je vais retrouver l'opportunité que je viens de créer. Ok. Donc là, on voit vraiment en fait dans Dataverse les différentes relations entre les tables. Donc on va avoir ma table compte auquel je vais avoir des contacts qui sont rattachés, je vais avoir des opportunités, je vais avoir des fichiers. Donc là, on va avoir des fichiers dans lesquels je vais pouvoir mettre donc là l'intégration avec SharePoint, d'accord, ou avec Teams. Là, ça n'a pas été activé sur cette application, mais c'est tout à fait possible de le faire. Donc voilà, en termes de formulaire. Pour vous montrer également ce qui est possible de faire, je vous ai parlé tout à l'heure de Teams. Ici, on a par exemple directement à droite donc la possibilité de téléphoner avec Teams. Ici, donc il y a une des dernières fonctionnalités qui a été ajoutée dans Dynamics 365. On va avoir le chat intégré également, qui n'est pas actif sur cette application, mais avoir directement le chat avec ce contact, avec ce client, directement dans Dynamics 365 qui s'affiche. Également, en cliquant sur ici téléphone, ça va téléphoner via Teams. Donc voilà en termes d'intégration. Est-ce que je vais avoir d'autres... Là, par exemple, vous voyez que j'ai différentes activités qui se sont créées. Là, c'est un flux en fait Power Automate qui tourne derrière, qui me dit que dès le moment où j'ai créé une nouvelle opportunité, je veux que ça crée une tâche
qui me dit qu'il faut que je contacte le nouveau prospect et je veux que ça envoie ici un courrier électronique en disant envoyer la brochure. Donc ça, c'est voilà toutes les activités qui sont rattachées en fait à ce compte. D'accord? Donc là, on va avoir d'autres possibilités. Je vais avoir les devis. Donc là, ce sont les devis que je vais pouvoir utiliser. Donc là, par exemple, je vais renseigner différentes informations avec des tarifs prédéfinis, des produits, un catalogue produit qu'on va pouvoir créer en amont. On va pouvoir même mettre des produits hors catalogue directement dans Dynamics 365. Une fois que ce devis est validé, on va pouvoir mettre sous forme de commande, ensuite sous forme de facture. On a la possibilité maintenant d'exporter sous PDF. Donc ça, c'est l'un des gros avantages de Dynamics 365 Sales. On va pouvoir faire des emailing, des objectifs, etc. Pour vous montrer au niveau des tableaux de bord, comment ça se présente. Tout à l'heure, je vous ai dit, on va pouvoir visualiser avec Power BI, mais nativement, en fait, on a déjà la possibilité d'analyser les informations qu'on retrouve dans Dynamics 365. Donc, je vais pouvoir créer des graphiques selon voilà, différents besoins. Je vais pouvoir créer des vues si, par exemple, je veux suivre mes activités à moi, etc. Donc, on va pouvoir, par exemple, là, je vous ai présenté tout à l'heure Sales Analytics for Dynamics 365 que vous pourrez retrouver sur l'AppSource. On va avoir d'autres informations, d'autres tableaux de bord qui sont par défaut. Donc voilà en termes de ce qu'il est possible de faire avec Dynamics 365. Donc pour vous présenter l'application, je vais vous présenter rapidement comment ça se présente en termes de personnalisation avant de conclure sur ça. Donc là, on est vraiment dans Power Apps. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, toutes les personnalisations se basent sur la Power Platform. Donc on va avoir différentes en fait solutions dans lesquelles je vais intégrer mes personnalisations. Donc par exemple, si je veux ajouter un nouveau champ sur le formulaire compte. Donc là, j'ai créé une solution qui s'appelle par exemple CRM Ballon Entité et dans laquelle je vais retrouver toutes mes tables que j'utilise. Donc ici, mes 29 tables dans lesquelles je vais avoir par exemple consultant, contact, etc. Et nous, celle qui nous intéresse, c'est les comptes qui sont renommés en société ici et dans lesquels je vais avoir donc tous les champs qui sont disponibles. Donc ça, qui sont appelés colonnes dans Dataverse. Donc là, ce sont tous les champs qu'on va pouvoir utiliser dans notre formulaire. D'accord ? Ensuite, on va avoir les relations. Donc ça, c'est les relations, donc ce que je vous disais juste avant. Par exemple, les sociétés vont être attachées à des contacts. Donc c'est dans cet affichage qu'on va pouvoir retrouver la relation entre le compte et le contact. On va voir les règles d'entreprise. Donc ça, c'est les règles métiers, les affichages. Comme pour les prospects ouverts, les prospects fermés, ça va permettre de filtrer les données. Et au niveau des formulaires, et on terminera par ce point. Donc là, on a plusieurs formulaires qui sont disponibles. Nous, on va utiliser le formulaire principal, qui est le formulaire main. Et là, on est dans Power Apps, pour la personnalisation de la Model Driven App, d'accord, de mon formulaire. Donc là, vous voyez, j'ai différents champs qui sont disponibles. Je peux faire un glisser-déposer en disant, non, site web, en fait, je veux l'avoir avant téléphone. Et vous voyez que c'est assez rapide pour faire la modification. Ou bien je dis, il me manque en fait une colonne, un champ dans ce formulaire. Donc là, je peux afficher uniquement les colonnes qui sont inutilisées. Et là, je vais dire, moi, je voudrais afficher la catégorie de cette société. Donc là, je vais lui dire, moi, je vais mettre ici catégorie. Là, je peux directement faire un glisser-déposer. Je vais enregistrer. On va publier. Et vous allez voir que ça va être assez rapide en termes d'application. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là, le temps que ça se publie. Et après, on passera à la conclusion.
question. Vas-y. En attendant, ça ressemble à quoi par défaut? Je veux dire, si admettons, je suis un nouveau client, j'ai pas tous les éléments qui ont été préconfigurés. Est-ce que ça change beaucoup par rapport à ce qu'on a vu ou... Non, ça change pas énormément. Après, ce qu'on préconise, surtout quand on commence avec Dynamics 365, c'est d'utiliser au maximum le standard. De renommer voilà, des colonnes s'il y a besoin, voilà, d'une appellation qui est plus utilisée dans votre société que sur l'application. Mais il n'y a pas vraiment de grosses modifications par rapport à ce que vous voyez, hein. Là, il n'y a pas vraiment de grosse personnalisation dans cette application, pour ma société en tout cas. On n'a pas personnalisé beaucoup. J'ai juste, par exemple, ajouté des tables de référence parce que c'est beaucoup plus simple à utiliser que d'avoir à ce que les utilisateurs tapent manuellement le nom du pays, par exemple, ou la région, etc. Donc, il n'y a pas de grosse différence en termes de visualisation du formulaire, hein. Ça va se présenter vraiment comme ceci. D'accord. Merci. Je vais juste faire du pouce sur ce que tu viens de poser comme question. Vous le voyez, en fait, les applications Dynamics 365, elles utilisent le Unified Interface de Power Apps. Okay? Donc, c'est du model driven qui est utilisé. Donc, pour ceux qui veulent un jour investir dans Dynamics en termes d'utilisation, préparez-vous à avoir ce qu'il faut en termes de support du côté de Power Apps, surtout si vous voulez commencer à le personnaliser. Parce que dès que tu veux toucher à quoi que ce soit, on ne va pas rentrer dans le détail avec Chloé, là, mais elle fait le développement. Mais tu sais, il faut avoir tout l'application lifecycle management pour être prêt pour pouvoir livrer ce genre de choses. Tout à fait. Si tu veux rentrer dans la personnalisation, sois prêt à le faire. C'est-à-dire, si tu veux vraiment le personnaliser, il va falloir que tu investisses sur la Power Platform pour être prêt à pouvoir personnaliser ton Dynamics. C'est faisable, mais il faut être prêt. Oui. J'ai mis des slides par rapport à ça sur le déploiement, de comment ça se présente, etc., en termes de solutions, en termes d'environnement. J'ai mis que des slides. Du coup, je ne suis pas passée dessus. Je préfère rentrer plutôt sur la partie générale. Mais oui, c'est la partie très, très importante, hein, avec les différentes couches de solutions quand on va vouloir personnaliser. Après, en termes de standards, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites, mais oui, dès le moment où on veut personnaliser un petit peu, il faut bien réfléchir à ça sur comment on va le mettre en place, qui va pouvoir le maintenir en termes de... Ouais, exactement. Ok. Je vois que l'heure tourne. Je vais juste repartager mes slides. Moi, j'aime bien terminer sur ce dernier point quand on aime aller un petit peu plus loin. Il y a des outils qui sont vraiment top que moi je préconise et que j'utilise d'ailleurs. D'utiliser, par exemple, si vous voulez tester Dynamics 365, il y a des trials qui sont disponibles, des versions d'essai de 30 jours que vous pouvez tester, installer sur votre environnement. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Il y a des jeux de données, hein, qui sont disponibles pour que vous puissiez voir comment ça se présente. Également la partie Microsoft Learn, si vous voulez en apprendre davantage, hein, avec des niveaux, des parcours d'apprentissage, que ce soit des niveaux débutants, des niveaux intermédiaires ou des niveaux un petit peu plus pour les personnes qui sont développeurs. Donc, selon les différents modules, hein, de Dynamics 365, c'est vraiment très bien classifié. Et la partie docs qui est importante et qui est mise à jour régulièrement. Je crois que le timing... Pas trop mal. Je vais trouver du contenu additionnel en français pour la formation. Oui. Il y a les formations sur LinkedIn Learning aussi. Tout à fait. Ça m'intéresse. Ok.
En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre attention, toutes ces questions. Et voilà, on a vu la recette de Dynamics 365. C'était rapide en 1 heure. Il y a eu beaucoup d'informations. J'espère que voilà, vous avez appris des choses, que vous situez un peu mieux Dynamics 365. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Je suis disponible. Si vous voulez revoir quelque chose également. J'ai vu passer beaucoup d'applaudissements, donc les gens semblent contents. Super. Merci beaucoup. C'était une super belle présentation. Il y a Steve qui a une question. Oui. Oui, merci. Merci pour la présentation. Je ne sais pas si je suis arrivé un peu en retard. Je ne sais pas si tu l'as fait de la France, mais en tout cas, il doit être tôt le matin si c'est le cas. Là. Sinon, ma question, en fait, c'est juste pour bien comprendre où se situe Dynamics par rapport à la Power Platform. Moi, ce que j'en comprends, j'aimerais que tu confirmes, pardon, c'est, je comprends finalement que c'est un peu, que Dynamics est monté finalement sur les building blocks qui sont la Power Platform. C'est un peu finalement une espèce de Power Platform shootée aux stéroïdes là, pour faire un CRM. C'est un peu ce que je comprends. Est-ce que tu peux confirmer que c'est un peu ça? Puis sinon, parce que on a des besoins, nous, qui ne sont pas du tout d'un point de vue CRM, mais de production d'applications qu'on pourrait faire, qui seraient beaucoup plus simples, mais vraiment liés à notre besoin opérationnel. Donc, moi, j'allais plutôt vers la Power Platform puis développer notre application du bas vers le haut, là, plutôt que de prendre Dynamics puis essayer de le modeler à notre besoin. Là. Donc, je ne sais pas si je le comprends bien ou si tu peux confirmer ça. Oui, tout à fait. En fait, vraiment Dynamics 365, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment entendu parler. Pour resituer, en fait, les personnalisations se sont toujours basées sur Power Apps. Moi, j'ai commencé sur Dynamics 365 il y a 5 ans, 6 ans. Et les personnalisations se faisaient déjà sur Power Apps. Et c'est vrai que maintenant, on entend beaucoup plus parler de Power Platforms, Power Apps avec les Canvas Apps, etc., les modèles driven. Mais c'est vraiment le socle de personnalisation de ces formulaires, de ces champs, etc. C'est vraiment Power Platform derrière. D'ailleurs, tous les flux d'automatisation, ce que je vous ai présenté en termes de prospects également ici, quand on voit les différentes étapes, là, tout est passé sur Power Automate. Avant, ce n'était pas le cas. Donc là, c'est vraiment l'incrémentation dans la Power Platform. Tout à fait, Steve. Okay. Donc, il n'y a pas vraiment d'outils autres qui ne sont pas disponibles dans Power Platform qui nous permettent de construire un outil comme ça. C'est un peu. Supposons que j'avais énormément de temps, puis énormément de ressources, puis beaucoup de connaissances, je serais capable de prendre la Power Platform puis monter à une application qui ressemble à Dynamics. C'est ça que je comprends. Oui, exactement. Les Driven App, on peut bien sûr reprendre certaines fonctionnalités. Moi, ce qui n'est pas préconisé, mais du coup, d'utiliser Dynamics 365 si vous avez un besoin commercial ou un besoin, par exemple, si je n'ai pas parlé de Customer Service, mais si vous avez un centre d'appel, par exemple, vous avez besoin de gérer les interactions avec les utilisateurs, avec les clients, vous pouvez utiliser Customer Service. Et là, ça sera beaucoup plus complexe de le remettre en forme dans Model Driven App. Ce sera possible, mais ça sera beaucoup plus complexe, en tout cas. Oui, Nicolas. Steve, Chloé, si tu me permets de rajouter là-dessus. En fait, ce que vous avez vu, ce que Chloé vous a présenté, ce qu'il faut voir, et je fais du pouce sur ce que tu dis, Steve, tu pourrais le reconstruire from scratch à partir de Dataverse et de la Power Platform. Okay, sauf que le fonctionnement de Dynamics et l'avantage de Dynamics, c'est à la base la CRM. L'idée même que tu puisses connecter les éléments entre eux. Et il pousse même le concept plus loin, puisqu'il y a une dizaine d'années, Microsoft faisait la promotion de la plateforme Dynamics sous forme de XRM, pas de CRM, et de Anything Relationship Management. Donc, c'est beaucoup plus vaste que juste les customers. C'est vraiment, dès qu'il s'agit de construire des relations entre des éléments, la plateforme Dynamics, elle permet d'aller beaucoup plus largement que ça. Et il y a déjà des modules prédéfinis qui sont intégrés. Donc, oui, tu peux le construire par toi-même, mais attention, ça veut dire qu'il va falloir que tu règles tous les problématiques de processus déjà intégrés
il va falloir que tu supportes ton application. Donc, si tu t'estimes pouvoir supporter la totalité de ton développement, pourquoi pas. Là, l'avantage, c'est que tu t'appuies sur un développement qui est déjà supporté par Microsoft. Donc, ce qui permet quand même de pouvoir te concentrer sur qu'est-ce qui est le plus important, la business, plutôt que de te concentrer sur l'aspect technique. Mais après, c'est un choix, hein, c'est un choix à faire. Après, sur le terme de développement, ça s'appuie sur la Power Platform. Comme Chloé l'a dit, c'est depuis très longtemps dans la partie brandée maintenant comme Power Platform avec Power Apps. Mais avant, on avait déjà des outils de développement. Vincent travaillait dans une compagnie comme moi il y a très longtemps, où on faisait déjà du développement sur du .NET qui était intégré dans des plateformes comme celle-là, avec le CLI. Donc, directement le client qui permettait, avec PCF par exemple, de pouvoir, qui a été renommé maintenant PCF pour Power Apps Component Framework, qui permet de développer des composants même .NET à l'intérieur de la plateforme. Donc oui, tout est prévu, tu peux le faire. Maintenant, la question, c'est toujours la même, c'est acheter une application qui est déjà toute faite, que tu peux personnaliser avec ta capacité à personnaliser, versus faire un développement complet et devoir le maintenir. Sur la balance. Oui, mon objectif, c'était vraiment pas de développer au complet. C'était plus le principe de comprendre est-ce que tous les building blocks sont là pour monter ce genre d'application, ou s'il y a d'autres composants qui sont nécessaires et qui sont à la base donc de Dynamics. Mais non, je n'avais pas du tout cette ambition. Si, en fait, ce que tu viens de dire, Chloé en a parlé tout à l'heure, ça c'est l'évolution de Dynamics 365 avec l'évolution des outils de Dynamics. Mais maintenant, Chloé en a parlé tout à l'heure par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle. Microsoft renouvelle complètement la gamme avec des applications que tu ne pourras pas créer toi-même. C'est vraiment là, ça vient amener de la valeur ajoutée par rapport à ça. Tout à fait. Je vais vous montrer par exemple Sales Insight qu'on voit sur la brique Sales qu'on va pouvoir rajouter avec énormément donc on va dire de features. Ça va pouvoir faire des prévisions, des notations prédictives de l'opportunité, voilà, savoir si par exemple c'est une opportunité plutôt qui par exemple a un pourcentage très élevé d'être conclu ou non. Qui connaît qui, d'avoir des recommandations par exemple de vos collègues, s'ils connaissent par exemple un client pour lequel vous travaillez ou un prospect. Ça peut être toujours intéressant, surtout en termes d'introduction, analyse de la relation. On va avoir l'engagement par courrier électronique, donc pour aider à la relecture des emails. L'assistant qui va faire des rappels, donc c'est des cartes en fait d'informations pour remonter, par exemple, il va y avoir un meeting ici, ou alors la date d'échéance de l'envoi du devis arrive à son terme, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont donc prévues pour s'incrémenter directement dans le module Sales de Dynamics 365. Et en plus, donc, on a la partie LinkedIn Sales Navigator qu'on va pouvoir rajouter, la partie donc intégration avec Outlook, etc. Donc énormément de briques, de features en plus. Merci beaucoup. Merci à moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les notes main levée. Patrick? Oui, bonjour tout le monde. Ça faisait un bout, désolé pour le retard. Oui, je vais juste partager, on est là-dessus à la Ville de Laval pour le Customer Services, le centre d'appel 3.1. Donc, il y a aussi, on regarde pour le Field Services. C'est quelque chose qui nous rend beaucoup de services. Il y a évidemment eu certaines personnalisations pour toutes les requêtes citoyennes au 3.1. Mais on est en train de regarder aussi la portion omnichannel qui est extrêmement intéressante pour être capable de faire des escalades d'appels qu'on reçoit autant par chat ou par téléphone via l'omnichannel. C'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus et on s'en va plus vers éliminer le développement puis travailler aussi avec la Power Platform pour permettre aux utilisateurs d'eux-mêmes de développer des solutions via Forms, ce genre de choses, via Microsoft 365. Ok. Merci Patrick. Super, merci beaucoup Patrick pour ce retour d'expérience. Beaucoup de blocs, effectivement. Ouais. Beaucoup. Oui, beaucoup. Ouais. On peut même aller jusqu'à, si on veut aller jusque dans la Power Platform, là, vous avez tous déjà entendu parler de Power Virtual Agent, qui est le dernier ajout de la Power Platform. Totalement permettre d'interconnecter le portail, donc tout ce qui est Power Apps Portal, avec le processus.
Tout à fait. Il y a vraiment beaucoup d'extensions possibles. Et tout ça, c'est basé C'est bien que tu parles de ça parce que, effectivement, le Power Virtual Agent est intégré avec l'utilisation de l'Omnichannel, exactement. Oui. Exact. Donc, ça fait tourner la tête un peu tout ça. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses en peu de temps. Mais c'est vraiment la partie business application. Donc, c'est l'avantage, c'est vous bénéficiez de 30 ans d'expérience chez Microsoft. La partie business application, là, ça fait 30 ans que Microsoft travaille là-dessus. Donc, vous pouvez bâtir votre solution demain, si vous voulez. Des clients, moi, j'en rencontre depuis 20 ans qui essayent de faire de la CRM dans SharePoint. Et on l'a tous déjà rencontré. On l'a tous déjà rencontré. Donc, vous pouvez le faire. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais il y a un moment, tu sais, tu ne peux pas te battre contre des gens qui travaillent depuis 30 ans sur une solution. Seulement, c'était que le CRM qu'on voulait faire dans SharePoint. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est toujours comme dit, Spencer Harbar, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. OK, bien, s'il n'y a pas de questions, on va laisser la chance à Chloé à aller faire un beau gros dodo. Oui. Il est rendu tard en France. Fait que Steve avait manqué le début, mais oui, Chloé est en France. Donc, merci énormément d'être venu nous présenter. C'est une très belle présentation. C'était apprécié parce que je vois plein d'applaudissements, plein de cœurs qui remontent dans Teams. Donc, viens nous voir au Québec. Ça va être plaisir de te voir en personne aussi. Avec plaisir. Donc, merci beaucoup. On va continuer notre soirée. Si tu veux rester, tu es la bienvenue, mais tu peux aussi aller te coucher. Je vais aller voir le marchand de sable, je crois. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous pour votre temps, puis pour m'avoir invité pour cette soirée avec vous. Merci encore. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions après coup, à me contacter sur les réseaux sociaux. Je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Allez, à bientôt. À bientôt. Donc, on va continuer avec la diapositive. Fait que la prochaine portion, c'est les annonces. Moi, je n'ai pas beaucoup d'annonces. En fait, il y a la présentation, on vient de la faire. Annonce. Ben, on va peut-être avoir des choses à discuter avec vous au début d'avril parce que la semaine du 29 au 31 mars, on a le MVP Global Summit, qui est une conférence où les MVP à travers le monde, on va se rencontrer. Mais normalement, regardez, j'ai écrit, en avril, on vous partagera ce qu'on aura le droit de vous partager. Fait que je ne sais pas ce qu'on va avoir le droit de partager, mais souvent, on n'a pas grand-chose qu'on peut partager avec les clients quand on arrive de là. Ah, Nico et Joris, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine? Oui, en fait, je faisais une mauvaise joke par rapport à ce qu'on aura le droit de partager. La Covid, peut-être. Mais non, je plaisante. Non, mais malheureusement, ça sera encore en virtuel pour nous cette année. Puis, Donc, on ne pourra pas partager la COVID parce qu'on va être à distance encore. Donc, on manque un voyage à Seattle cette année, encore une fois, fait que bientôt peut-être. Aussi, au début d'avril, si on fait la session la première semaine d'avril, moi, je ne serai pas là parce que je vais être à Las Vegas à la conférence Microsoft 365. Fait que je vais préparer un petit rapport. Si on ne la fait pas, si on ne déplace pas notre session du mois d'avril, ça sera en début mai que je vais vous faire un petit rapport sur ce qui va avoir été fait, ce qui va avoir été dit pendant la conférence à Las Vegas. C'est quand même une assez grosse conférence. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme annonce? Normalement, il y a toujours, Microsoft se garde quand même plein de choses à discuter, plein de choses à montrer aux clients. Ce n'est pas une conférence qui est organisée par Microsoft, mais elle est supportée par Microsoft et il y a beaucoup de gens de Microsoft qui vont être là, donc il faut s'attendre quand même à quelques annonces qui devraient être faites. Fait qu'on se croise, je me croise les doigts de passer une belle semaine là-bas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont être là? Je n'ai pas vu. en ce qui me Non. concerne. OK.
Est-ce qu'il y a d'autres annonces, des sessions, des conférences, des choses que vous voudriez discuter? Le Educon à Seattle, au mois de mai. Vraiment, ça aussi, ça va être une très belle conférence pour ceux qui veulent y être. Il y a pour le coup beaucoup, comme c'est à Seattle, il y a beaucoup de gens de Microsoft qui vont y être. Donc vraiment de super beaux speakers qui vont être là-bas, de super beaux conférenciers. Ça va être une conférence sur 3 jours plus 2 jours optionnels avec des workshops. Je pourrais vous poster le lien dans le meetup. Donc c'est 365 Educon. Et c'est vraiment, si jamais vous avez l'occasion d'aller à une conférence, celle-ci, elle est vraiment excellente. À mon avis, le contenu va être vraiment très bon. Cool. Merci, Nico. Autre chose? Quelqu'un a quelque chose à nous partager? En Europe, c'est la European Platform qui se fait à Berlin en avril. Et peut être, je ne sais pas si vous avez prévu de voyager jusqu'à Berlin et quoi que ce soit, mais pareil, ça peut être une assez bonne conférence à aller voir. Et en Écosse, il y a le Scottish Summit qui se fait en avril ou mai, il faudrait vérifier. Dommage qu'il ne fasse pas ça pendant la Saint-Patrick. Ouais. Non, je pense pas, justement, du coup. Ouais, mais la Saint-Patrick, c'est les Irlandais, pas les Écossais, Nico. Ah oui, pardon. Désolé. Mais ouais, qui se fait soit en avril, soit en mai en Écosse aussi, si vous voulez y participer. Il promet d'y avoir du beau monde aussi. Puis, c'est une belle région aussi, du monde à visiter si jamais vous avez l'occasion. Et je pense que c'est tout en termes de conférences. De toute façon, en ce moment, là, c'est comme tout commence à réouvrir, c'est sûr qu'il va y avoir la saison des conférences qui va revenir. Ouais. Puis, il y a aussi le marathon M365 qui se fait au mois de mai. Au mois de mai aussi. Ça, c'est entièrement digital. Ouais. C'est 24 heures de conférence autour du globe avec des centaines de... C'est Joel Olson qui organise ça, là. Ouais. Fait que ça, on va en reparler en avril là, pour envoyer les conférences. Stéphane vient de poster aussi le Teams Nation qui va être au mois à fin mars, 23 mars. Concernant Teams, il y a Microsoft qui planifie d'organiser un truc pour les 50 Teams qui ne devrait pas tarder à arriver. J'ai vu un truc passer comme quoi il y aura un gros événement Microsoft pour les 50 Teams. OK. Ben, cool. Fait que pour les conférences en mai, on pourra les partager dans la prochaine session au mois d'avril. Ouais. Mais c'est sûr que s'il y en a qui veulent aller en Écosse, il faut planifier un peu d'avance, j'imagine. Moi, je n'irais pas y retourner. Là. J'ai joué une saison de rugby en Écosse. Je suis un amateur de scotch. Fait que je vais regarder ce qui se passe là-bas. Cool. Donc, la prochaine partie, s'il n'y a pas d'autres organisations, bien, les nouveautés. Comme à tous les mois, j'ai préparé quelques petits points au niveau de Microsoft Teams et Laurent nous a préparé quelque chose au niveau de SharePoint. Puis Nico, ben, il y a sûrement quelque chose à dire aussi qui va nous sortir des petites nouveautés. Et comme on a la chance d'avoir Vincent, ben, on va peut-être entendre parler de nouveautés au niveau du graphe aussi, j'imagine. Fait que je vais commencer. Je n'ai pas grand-chose J'essaie de conserver les choses qui sont sorties avec Microsoft Teams et non des choses qui s'en viennent. Dans les paramètres de Microsoft Teams, Microsoft a ajouté une option, je ne l'aime pas bien, qui permet de changer la densité des messages dans nos conversations. Fait que tout ce que ça fait, en fait, c'est que ça enlève un espacement entre les messages que vous avez dans les conversations et ça va les mettre plus collés. Moi, je trouve, avec mes yeux de vieux, avec mes lunettes, j'ai de la misère quand c'est trop collé. J'aime ça avoir plus d'espace. Mais s'il y a beaucoup de communication, beaucoup de conversation, c'est un nouveau paramètre qu'il y a de disponible là, dans les paramètres du client Microsoft Teams pour changer la densité. Donc, plus d'espacement ou moins d'espacement entre les messages. C'est pas très cool, mais c'est sorti, c'est là, fait que je vous le montre. Une autre
Microsoft, ça fait un bout de temps qu'on peut épingler les conversations, mais les conversations privées, on peut aussi les épingler. Et au lieu d'être avec un petit bouton vert comme les conversations qu'on a dans les canaux, puis qu'il faut aller cliquer sur le i pour voir les conversations épinglées, mais dans les discussions ou les conversations privées ou les conversations privées de groupe, ben, on va voir la conversation épinglée dans le haut, complètement en haut, avec un petit pin qui va apparaître. Ça, j'aimerais bien ça, voir ça dans les conversations de canaux aussi, au lieu d'être obligé d'aller cliquer sur le petit i à droite pour voir les conversations épinglées. Autre nouveauté qui me touche moins, parce que chez nous, avec la majorité de mes clients, on n'a pas des clients internationaux, mais Microsoft a ajouté l'affichage du fuseau horaire dans les contacts. Fait que pour les compagnies ou les sociétés qui ont des clients un peu partout à travers le monde ou des utilisateurs un peu partout à travers le monde, ben, le fait de pouvoir voir dans quel fuseau horaire se trouve un contact, ben, on va peut-être se garder une petite gêne de le déranger puis de le téléphoner s'il est en France à cette heure-ci, par exemple. Fait que ça, c'est peut-être le bienvenu, mais pour des entreprises qui vont travailler un peu partout à travers le monde ou international. Et finalement, quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Je l'ai vu arriver, il est reparti et il est supposé d'arriver en mars. On est en mars. Je l'ai retesté avant la conférence. Ça fonctionnait toujours pas dans mon tenant. Ben, c'est les dossiers SharePoint qui vont être renommés lorsque les canaux vont être renommés. Microsoft l'a annoncé en mars. On se croise les doigts, j'ai hâte de le voir. Ça va renommer quand on va renommer le canal, ça va renommer les dossiers dans SharePoint, les dossiers qui sont associés aux canaux. Ça ne renommera pas ceux qui avaient déjà été renommés, par exemple. Fait que ça va être au nouveau renommage que ça va prendre le nouveau nom du dossier dans SharePoint quand on nomme un canal dans Teams. Et ça va être aussi fonctionnel avec les canaux privés. Fait que quand on va renommer un canal privé, ça va même aller renommer le site SharePoint qui est associé au canal privé et le dossier dans SharePoint. Fait que ça, j'ai hâte de le voir. Là. Je ne l'ai pas vu en action, celle-là, mais j'ai vu le renommage des canaux standards. Et une autre petite chose qui est passée un peu rapidement, c'est que dans les tableaux blancs, pour ceux qui utilisent les tableaux blancs de Microsoft dans les réunions, ben, on a la possibilité d'ajouter les réactions. Je ne vois pas, moi, pourquoi que c'est. Peut-être que quand tu fais un dessin au tableau, tu veux savoir où tu vas ajouter une note au tableau, dans le tableau blanc. Bien, tu veux savoir si les gens aiment ce que tu as fait ou ce qui n'a pas été fait pour pouvoir faire un mini sondage avec les réactions. C'est possible aussi. Ça, c'est fonctionnel. Je l'ai testé. Ça fonctionne déjà aussi. Et je pense que c'est la dernière chose que j'ai ajoutée de mon côté. C'est des nouvelles actions dans Power Automate pour Teams. Fait que dans Power Automate, on peut créer des équipes, créer des réunions dans Teams, créer des conversations, ajouter des membres dans les équipes. Fait qu'il y a des nouvelles actions qui sont possibles. Puis aussi, des nouveaux déclencheurs. Fait que je ne l'ai pas mis à l'écran, mais il y a des déclencheurs pour que quand un utilisateur va quitter une équipe, ça va être un déclencheur dans Power Automate qui va nous permettre d'activer un flux de travail basé sur ce déclencheur-là. Fait que c'est principalement les choses que j'ai ressorties. Là, je suis allé rapidement parce que le temps file, il est déjà 7h30. Mais est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce que j'ai dit? Je vois qu'il y a des items dans le chat. Là, je ne regardais pas. C'était par rapport à la suppression des canaux que les gens réagissaient, mais peut-être qu'ils veulent intervenir. Par rapport à la suppression des canaux ou par rapport au renommage des canaux? Renommage, excuse-moi. Oui. Fait que voulez-vous y aller de voix au lieu que je lise les messages qui ont été publiés?
Allô, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? En fait, on faisait juste le lien par rapport au renommage, comme quoi qu'il y a un couplage serré entre les canaux et les dossiers. Puis un des avantages, c'est que des fois, un canal Teams, quand on le supprime, ben, le dossier, normalement, devrait se supprimer, mais il ne se supprime pas toujours. Et pire que ça, des fois, il se retrouve orphelin. Et dans l'interface utilisateur, dans SharePoint, on ne peut plus le supprimer parce qu'il pense qu'il est encore attaché à un canal Teams qui est potentiellement supprimé ou disparu. Et là, les astuces pour les supprimer, ces dossiers-là orphelins qu'on n'a plus moyen de supprimer, ben, j'ai eu un cas justement hier, puis l'astuce, c'est de le déplacer dans un autre dossier bidon qu'on va créer, puis après ça, supprimer le dossier bidon pour qu'il disparaisse. Mais même des fois, déplacer vers n'est pas là. Et donc là, j'ai utilisé du PowerShell, Move PNP Folder, pour déplacer le dossier qui est coincé vers un dossier bidon pour être capable de le supprimer après ça. Donc, OK. voilà. OK, good, merci. Fait que c'est les quelques nouveautés qui sont sorties, qui sont disponibles. J'espérais, là, j'avais mis le renommage des canaux qui serait disponible pour la session, mais il n'est pas encore là. Fait qu'on se croise les doigts, ça devrait arriver. Là, c'était en grande demande par presque tout le monde. Fait que Laurent, c'est à ton tour pour parler de SharePoint, si tu veux. Yes. Je parti sur mon écran. Alors, est-ce qu'on voit déjà mon écran? Oui. Alors, on va commencer petit. Donc déjà sur OneDrive, la petite nouveauté, quand on n'a pas beaucoup de sites SharePoint en partage, en fait, on a un Quick Access et en fait, on a maintenant le More Place qui permet directement d'accéder à des sites sur leur bibliothèque de documents directement en fait depuis OneDrive. Ça a apparu là chez moi en tout cas la semaine dernière. C'est plutôt fun. Donc on peut accéder après au niveau du site, on peut accéder à toutes les bibliothèques de là. Ce qui m'emmène aussi à une fonctionnalité qui a disparu, en tout cas en ce qui me concerne. La semaine dernière, on avait accès au Library Drop-down Feature, qui était juste ici à côté de documents. Il n'apparaît plus, et en fait, je pense que c'est dû au fait qu'il y avait des bibliothèques qui étaient masquées, des bibliothèques applicatives qui apparaissaient en fait dans le drop-down. Et je pense que ça en a fait peur à plus d'un. Donc je pense que Microsoft a fait un petit rollback là-dessus cette semaine, parce que la semaine dernière, ça apparaissait chez même certains de mes clients. Donc pour la vue en même temps ici, donc si je la force en fait sur un OneDrive qui n'a pas assez, pour donner un petit aperçu, donc le View 15, ça permet justement voilà, d'accéder aux différents sites et comme je disais directement de naviguer d'un site à l'autre depuis son OneDrive. Alors ça c'est marrant parce que ça ne le fait pas toujours. On a un petit plus maintenant qui est apparu dans la barre niveau Microsoft, SharePoint, qui nous permet directement de créer un site, un document, un Excel ou une liste Microsoft 365. Et il y a de temps en temps un bug, là, je pense que c'est lié à un event, mais en gros, quand des fois on switch d'une bibliothèque ou au site content, à partir du moment où la page est refresh, en fait, il disparaît. Le plus généralement, on va le trouver sur la home page d'un site, et c'est tout. S'il n'y a pas de refresh, après ça marche. Genre page, là, il ne refresh pas, donc il est conservé. Et si je switch sur une liste, des fois, ça ne refresh pas, donc il disparaît pas. Voilà, dans ce cas-là, il disparaît pas. Mais si après, je passe dans Site Content et que je re-switch sur la partie Kanban, voilà, il a refresh. Bah, voilà, en fait, il n'apparaît plus. Donc, je pense qu'il y a encore du travail côté Microsoft là-dessus. Mais en gros, c'est en bonne voie. Donc, ça fait encore un point de plus pour réussir à créer des documents, des sites et des choses du genre. Aussi, depuis Mac et Windows, on a la possibilité de bloquer des applications, des fichiers sur OneDrive. Si je prends vite fait celui-là et que je dis préférence, on est capable directement dans les Manage Block Apps de dire quel type d'application, de fichier applicatif on veut bloquer. Donc ça, c'est plutôt cool aussi pour les utilisateurs qui ont des applications avec des fichiers très lourds qui ne veulent pas synchroniser pour éviter de gonfler, on va dire, leur OneDrive. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors moi, il y a un truc qui m'agace assez en ce moment sur Microsoft. Là, moi, personnellement, ça me perturbe pas mal. C'est lorsqu'on est sur une page SharePoint et qu'on décide de passer en mode édition, pour je ne sais quelle raison, alors c'est plutôt sur un team site, ça va être plus flagrant que sur un communication site. S'il veut bien. Ça vient. Si je prends un site ici, s'il veut bien me laisser. Bon.
SharePoint. On va laisser le temps de charger. Je vais aller sur la home page. Si on est en fait sur un site, quel qu'il soit, que ce soit en communication ou un site TeamSite, c'est pareil. On va passer en mode edit. Il passe en même temps en mode full page. Honnêtement, moi personnellement, ça m'agace assez. Parce que du coup, on perd la navigation, on perd le header. Et je sais que j'ai des clients qui étaient un peu en mode désespéré parce qu'ils disaient quand j'édite la page, je vois plus mes liens de navigation. Parce qu'en fait, il y a des gens, ils avaient l'habitude de faire des fois des drag and drop sur la page pour faire des quick links et des choses du genre. Et ça, en fait, c'est un comportement assez étrange, je trouve, parce que c'est décrit nulle part. J'ai pas vu de communication côté Microsoft à ce niveau-là. Donc, c'est un peu difficile d'expliquer ça. Je l'ai vu cette semaine. C'est arrivé, ils appellent ça le focus mode. Ça permet à l'EDBS de se concentrer sur son contenu de page. Donc, c'est une innovation, un feature. Ouais, alors l'innovation, pour moi, le focus mode était un moment ici, comme il disait, parce qu'il m'emmène à une autre poste là qui me dit ça, parce que ça m'emmène à une autre fonctionnalité. Ce qu'ils avaient au début appelé le focus mode, et d'ailleurs, il y a un petit bug là chez Microsoft, il y a des petits trucs transparents là. Mais le focus mode à la base, c'était aussi quand même un mode texte, de ne plus avoir forcément le panel à afficher pour pouvoir gérer en fait le contenu texte, mais plutôt d'avoir en fait la barre directement en haut. Et en fait, ça marche plutôt bien, mais le fait de passer en mode full page, là, c'est compliqué à expliquer aux utilisateurs. Ce qui m'emmène à une fonctionnalité qui la semaine dernière ne marchait pas. C'est en fait quand vous avez, alors je ne l'ai pas sur ce navigateur, mais quand vous avez l'application Grammarly, en fait, le Grammarly et vous avez un spell checker par défaut qui est inclus maintenant dans SharePoint dans le mode editor pour en fait faire la correction automatique lorsque vous faites de la rédaction de texte. Ça, je l'avais déjà dit le mois dernier, mais là, c'est de nouveau en place. Et honnêtement, c'est plutôt cool parce que j'ai pas mal d'utilisateurs, quand ils tapent avec beaucoup de texte, ils arrivent avec des fautes et ils s'amusent de temps en temps à faire des copy-paste dans Word pour arriver à faire de la correction. Donc là, c'est bien mieux pour eux. Ensuite, on a les hubs de hub. Donc, petite, on va dire, nouveauté, si on peut dire. Ça a apparu, on va dire, au début du mois dernier, un peu après notre séance de la semaine du mois dernier. Les hubs de hub, quand on est sur un sous-site, enfin sur un sous-sous-site du hub, on a maintenant en fait la navigation qui nous permet de remonter au hub par an, le premier hub, premier niveau, et après le deuxième niveau, ce qui fait qu'on a maintenant nos 3 niveaux jusqu'à organisation. Cependant, à ce jour, mis à part ça, le fait de pouvoir chercher directement dans le hub principal sur le hub, le sous-hub et le sous-site, ça ne fait rien du tout. J'ai mis pas mal les webparts pour les sites en configurant le webpart site qui dit donne-moi tous les sites de ce hub. Il ne va pas les chercher pour l'instant. Tous les webparts, dès qu'on fait un scope hub, ça ne va pas les chercher. Au niveau du sous-hub premier niveau, si je prends celui-ci, par exemple ce site-là qui est ce site ici, qui est un hub, le sous-hub n'hérite rien du hub parent. En gros, si vous avez un hub premier niveau et un hub deuxième niveau, et après un site derrière tout ça, c'est le hub deuxième niveau en fait qui va gérer un peu le thème, qui va gérer la navigation. Parce que ici, là, en fait, ça c'est un hub, mais son hub à lui, c'est celui-ci. On le voit en fait depuis la partie paramètres. Ici, si je vais dans le hub site settings. Et ça, je vais dire une bêtise là, mais c'est pas dans les Microsoft Search que ça se règle? Non, j'ai regardé, j'ai encore rien trouvé, moi en tout cas, à ce niveau-là, aucune option. Ça ferait du sens qu'un jour, ça soit plutôt dans Microsoft Search. Probablement. Probablement. Mais pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est qu'un hub est associé à un autre hub, ça on le voit. Mais à ce jour, les webparts en fait ne réagissent pas à ce mécanisme. Il en va de même pour les thèmes, parce que j'ai la question, par exemple, dans le cas d'un intranet, on a un intranet principal, un intranet RH par exemple, et des soucis de la partie RH. Et il voulait gérer le thème au niveau de l'intranet, donc le hub, on va dire, au premier niveau, avec les thèmes, etc. En fait, ça ne s'applique pas, ni la partie permission. Donc, on est obligé de gérer vraiment 2 hubs aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ça donne dans le futur. Mais pour l'instant, en tout cas, la chose qui fonctionne, c'est la partie search, qui nous permet de chercher dans tous les sites, de tous les sous-sites, on va dire, en guillemets, d'un hub principal. Ça marche. Attends, Bemba, est-ce que c'était par rapport à ça ta question? Oui, en fait, j'apprends quelque chose. On dirait qu'il y a des hubs de hubs, c'est ça? Oui. Oui, c'est nouveau. Oui, maintenant, oui. Ouais. Ok, c'est bon. Merci. Oui, vas-y. On pourra vous en parler un peu plus en détail si vous voulez, si vous êtes intéressé par savoir comment ça marche, comment ça se structure, etc. la prochaine fois, si jamais. Oui, j'aimerais bien. Il reste des gens, oui, avec plaisir.
Autre nouveauté, l'App Store au niveau de l'admin. Alors avant, on avait les Site Collection qui avaient le nouvel App Store, donc SharePoint. Maintenant, moi, c'est arrivé depuis hier seulement. Déjà au niveau de l'admin central, mon Tenant App Catalog, qui est maintenant à jour et qui va en fait avec la nouvelle interface. Avant, si vous vous rappelez, on devait, quand on cliquait sur depuis l'admin SharePoint, on cliquait sur App. Il y avait une autre page classique où on devait cliquer sur App Catalog et là, on arrivait dans la page SharePoint classique. Maintenant, on a la nouvelle interface qui va permettre d'uploader, de gérer les différents packages directement. On a plein de trucs avec. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tout tester là, mais il y a plein de trucs avec du Power Automate, du Power Apps. Il y a pas mal de trucs qui ont été ajoutés là-dessus. C'est plutôt fun avec des states et des visuels bien plus sympas aussi. On a des extensions qui sont sur Teams et SharePoint. Il y a aussi, donc, du coup, on a accès aussi à tout ce qui est App Request. On a les Pending and Complete ici. On n'est plus obligé non plus d'accéder comme on le faisait avant dans le Advanced. On devait faire les API Access. Donc, en fait, on a un petit shortcut là-dessus quand on gère les applications. Et du coup, après, tous les fameux autres onglets qu'on avait, les autres liens qu'on avait avant dans l'affichage classique sont ici dans les More Features. On va pouvoir en fait aussi travailler sur les extensions. Ça, c'est cool parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce que c'est. Comment est-ce qu'on pouvait au début, quand on fait une extension, pas un web part pour mettre dans une page SharePoint, mais une extension SharePoint, on pouvait en fait avoir des paramètres pour tout le tenant. Mais les gens ne savaient pas, en fait, il y a une bibliothèque spéciale dans le Site Content qui est le external, le tenant while extension, qui est une bibliothèque sur laquelle on va pouvoir mettre ces paramètres-là. Donc, en fait, là, on a un petit shortcut ici, à ce niveau-là, au même titre que toute la configuration et tout ça. Donc, c'est bien plus simplifié. Oui, Benoît? L'appel PNP aujourd'hui, VESA a présenté justement toutes ces nouvelles fonctionnalités-là très en détail. Là, il y a 15-20 minutes détaillées. Exact. Ensuite, niveau SharePoint, quand on a une bibliothèque avec des images dedans, moi ça a apparu aussi cette semaine, ça ne marchait pas avant hier en fait. Ça fait un moment que je regardais. Quand vous êtes sur une bibliothèque, vous uploadez des images. Vous avez maintenant automatiquement une colonne qui se crée qui s'appelle Image Tags, qui va permettre de taguer automatiquement des images. Si celle-ci n'apparaît pas, alors des fois il faut un peu de temps. J'avais fait un test ce matin sur une autre bibliothèque, genre Images. Alors celle-là, elle ne marche pas d'image, je crois. Elle est un peu pétée, mais en gros, si elle n'apparaît pas, alors ici ça n'apparaît pas encore. Ah si, ça y est, c'est bon. Donc ça a mis un peu de temps. Je l'ai créé ce matin, celle-là. Mais le fichier, la date, elle est fausse. Mais en gros, si elle n'apparaît pas par défaut, vous avez juste à sélectionner les images tags pour le voir apparaître. Et ça va vous donner en fait les informations. Lorsque c'est une photo prise par un appareil photo, ça va vous donner le type d'appareil photo, la résolution, s'il y a des informations de localisation et des choses comme ça, ça va se mettre là-dedans. Donc c'est plutôt pas mal si vous voulez après faire de la recherche sur des photos, c'est plutôt fun. Au niveau de l'admin central aussi, on en avait parlé il y a quelques temps déjà, le whiteboard, parce que tu en parlais justement avant Serge du whiteboard, il y avait la fonctionnalité justement pour faire en sorte que les whiteboards soient storés en fait dans OneDrive. Alors au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, Microsoft a tout bousculé en fait, et a dit tout va passer dans OneDrive. Et en fait, ils ne sont pas forcément revenus en arrière, mais en fait, ils n'ont pas activé cette fonctionnalité sur les releases plutôt que les tenants targeted. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont mis cette coche-là en attendant pour pouvoir forcer finalement ce whiteboarding qui va être storé dans la partie OneDrive. Parce qu'en fait, je pense que Microsoft est allé un peu à reculons parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec la fonctionnalité, par exemple, qui permet de partager un whiteboard sur Teams avec des utilisateurs externes, je pense que ça a un peu foutu la grouille là-dedans. Et ils ne l'ont pas activé comme ça, mais pour avoir ça, il faut activer la partie OneDrive. Mais attention, ça ne marche pas sur les clients lourds, sur les iOS, sur les Surface Hub et même l'application native Windows 10. Donc, il faut encore attendre que la solution soit, on va dire, plus pérenne, je pense, avant d'activer cette fonctionnalité. Le Spell Checker, c'est fait. Et une autre fonctionnalité que j'ai vue sur les listes. Alors, maintenant, mes clients l'ont. Avant, ils ne l'avaient pas nécessairement. Dans une bibliothèque, lorsqu'on crée une vue, alors oui, on avait il n'y a pas si longtemps la vue qui permet de faire du Kanban, mais maintenant c'est la galerie qui s'est activée partout. Ce n'était pas forcément le cas avant, là sur les items, et on a aussi sur les bibliothèques de documents. Donc on est capable directement de créer une vue galerie maintenant sur n'importe quel type de liste ou bibliothèque. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour moi pour les news SharePoint.
OK. Je vais rajouter 2-3 petites choses, Laurent. Je voulais t'interrompre, mais tu allais trop vite, puis je ne voulais pas t'arrêter dans ton flux. Je vais partager mon écran. La modification de la page, quand elle est en full screen comme ça, c'est possiblement que tu avais déjà cliqué sur le minimiseur ici. Fait que vous voyez là, même si je suis en mode édition, quand je suis en full screen, je peux avoir mon menu et le faire réapparaître en cliquant sur la flèche à diagonale qui se trouve dans le haut ici. Donc, ça me fait cette option-là, elle est là depuis longtemps, mais en mode édition, elle ne s'appliquait pas avant. Et c'est ce qui s'est passé maintenant. Disait aussi là, ce qui n'était pas forcément précisé dans la feature SharePoint, là, c'est le focus mode. Justement, je pense pour enlever tout ce qui est autour, mais sauf que c'était pas forcément clair. En tout cas, moi, dans la roadmap, quand j'ai regardé, c'était pas clair de mettre un full screen dans l'édition. Donc, j'ai pas mal d'utilisateurs qui étaient un peu perturbés du fait de se retrouver avec une page full screen. Ils disaient, oh, mon header a disparu, ma navigation a disparu, qu'est-ce que j'ai cassé? Non, c'est juste le mode edit. Ils ont juste à cliquer sur la petite flèche en diagonale en haut, puis ça ramène le menu et tu peux continuer d'éditer. À chaque fois que tu republies, que tu remets en mode édition, tu repasses de nouveau en mode full page à chaque fois. Si je reviens modifier ma page ici, il repasse en mode full page, mais juste à cliquer, puis ça ramène la chose. Autre chose aussi, tu parlais du plus à côté. Le plus, quand on est dans la home page d'accueil, quand on clique sur le plus, Microsoft a ajouté plein de modèles ici dans la page en haut qui nous permet d'aller choisir là, des modèles pour des blocs-notes, des listes, des pages, des visios, aller publier du contenu dans Yammer. Et, pardon? Chez Google. On peut aussi créer des tableaux blancs et du Power BI. Fait que ça, c'est nouveau aussi là, dans la page d'accueil. Toute cette vue-là, cette nouvelle vue-là, avec tous les modèles qui est rendue intéressante. Là. La page d'accueil, elle devient de plus en plus intéressante, en fait, pour ceux qui veulent créer du contenu et générer du contenu sans avoir à se casser la tête. La seule chose, c'est la structure par la suite, là, mais c'est plus cute, c'est plus beau, il y a plus d'informations qui est disponible. Benoît, tu avais levé la main? Oui, un autre sujet qui n'est pas tout à fait SharePoint, mais qui n'est pas très loin. Il y a les listes, la version personnelle des listes qui a été lancée dans les derniers jours. Je ne sais pas à quel point que c'est vers ça qu'on s'en va pour SharePoint en général, mais il y a quelques changements intéressants. On voit que dans les en-têtes des champs, on voit le titre des champs. Qui montre que c'est un champ date, un champ personne, qui est intéressant. Puis l'autre aspect que moi je trouve bien, c'est que les affichages sont présentés sous forme d'onglets au lieu d'être juste une liste déroulante. Là. Donc, si on a différents affichages, c'est plus facile de les retrouver que ce qu'on a traditionnellement dans le SharePoint et dans les listes. Donc, c'est l'expérience personnelle qui est disponible en preview pour, je pense, les 200 000 premières personnes qui l'essayent, list.live.com avec notre compte personnel. Mais il y a quelques éléments cosmétiques intéressants qui ont été changés là. Oui, puis probablement qu'il l'essaye de ce côté-là, puis s'il voit qu'il y a une bonne réponse, peut-être qu'on va le voir dans les SharePoint, parce qu'il faut qu'il change la portion SharePoint derrière, mais ça reste une liste. Fait que cool. Merci, Benoît. Je ne l'avais pas vu, cette portion-là. Est-ce qu'il y en a qui ont autre chose à dire à propos de SharePoint, Teams, OneDrive, avant de laisser la parole à Vincent? Moi, j'ai peut-être un autre petit point qui n'est pas une nouveauté, mais qui est quelque chose qu'on a découvert par hasard cette semaine. Le repartage, le resharing dans OneDrive. Si on partage des éléments avec quelqu'un, il n'y a absolument rien qui empêche la personne de repartager un lien qu'on aurait partagé. Donc, je partage un dossier avec quelqu'un, cette personne-là peut le repartager avec une autre personne sans que j'aie aucune notification, sans que je sois informé. Et c'est quelque chose qui semble être comme ça depuis longtemps, mais qu'on n'avait jamais vu. Ça a fait un peu freaker certains utilisateurs. Parce que oui, si on va voir dans les permissions, on voit que le partage a été fait à d'autres personnes, mais on ne peut pas nécessairement savoir qui l'a fait et pourquoi. Mais est-ce que c'est lié avec la permission de partage qui dit toute personne qui a le lien peut modifier le document? Si tu partages juste avec une personne spécifique,
à la place de partager un lien qui est disponible pour toute personne? Parce que... Non, on partage avec une personne spécifique, cette personne-là peut repartager. Dans le OneDrive, c'est une config, ça n'a pas le même comportement que SharePoint. Okay. Et il n'y a pas rien. C'est pas lié aux étiquettes de confidentialité, justement? Non. Ben, nous, on n'a pas d'étiquette de confidentialité, là, donc si tu veux empêcher quelqu'un de pouvoir rediriger quelque chose que tu lui as partagé, ça va être au niveau du contenu, de l'étiquette de confidentialité que tu vas associer au document. C'est pas ça? Peut-être, mais sans être rendu dans ce niveau de contrôle-là que nous, on n'a pas encore chez nous. Okay. Dans SharePoint, on a une config dans chacun des sites qui nous permet de dire est-ce qu'on peut repartager parce qu'on accepte les invitations. Là. Mais dans OneDrive, il n'y a pas la config. C'est pas identique, il faut aller par PowerShell pour le faire. On peut soit changer un setting globalement pour dire qu'on ne permet pas le resharing ou on peut y aller site par site. Mais c'était une surprise pour nous de voir que par défaut, c'était actif, puis il n'y a aucune notification, aucune trace de ça qui se fait autre que si tu regardes dans les accès d'un document, puis tu vois, il y a des surprises, il y a des personnes avec qui je ne l'avais pas partagé qui ont maintenant accès. Okay. Merci beaucoup. Mario, tu as la main levée? Oui, j'ai une grosse question. J'ai parlé de cette chose-là à mes collègues cette semaine, au point de vue de collaboration. Là, à chaque fois qu'on part une série d'activités, nous, on marche par sprint de 3 semaines. Et puis là, il y en a un qui a décidé, OK, ben moi, je crée un folder dans OneDrive. OK? Puis là, il rajoute certains documents, puis un fichier Excel pour faire le statut. Puis là, il nous partage ça. Fait que là, on commence à travailler avec quelque chose que lui a créé à partir de son OneDrive. Mais là, c'est que, d'après moi, ça serait plus facile d'avoir... Moi, j'avais créé un canal pour justement ce projet-là que j'ai créé dans notre département. J'ai un team de département, puis j'ai créé un canal spécifiquement pour les activités de ce projet-là. Puis là, ben, qu'est-ce qui est le mieux? De continuer à utiliser les documents qui viennent de son OneDrive. Si on fait ça à chaque projet, bien, ce qui se produit, c'est qu'on rajoute des documents sur notre disque local en faisant ça. Ben, pas nécessairement, parce que, en fait, si ton OneDrive, il peut être synchronisé, ton espace OneDrive, il peut être synchronisé avec ton disque local, mais tu n'es pas obligé d'emmener une copie des fichiers, il peut rester cloud only, fait qu'il n'en amène pas nécessairement une copie. La raison, moi, qui me ferait le plus penser d'utiliser Teams au lieu d'utiliser le OneDrive, c'est que le OneDrive, ça devrait être un espace personnel, un espace temporaire. Donc, si la personne elle quitte l'entreprise, ben s'il y a les valeurs par défaut, 30 jours après qu'il a quitté, son OneDrive va disparaître. Fait qu'imagine, tu as un développeur qui a créé un dossier dans son OneDrive, puis il met toutes les informations du projet dans son OneDrive, puis il quitte l'entreprise au milieu du projet. Ben, tous les documents qu'il y a dans son OneDrive, s'il n'y a pas personne qui fait gaffe, ben, son OneDrive va être supprimé 30 jours après. Donc, tous les documents qui avaient été partagés dans son OneDrive vont disparaître avec lui. Fait que tout ce qui a besoin d'une pérennité, qui doit être conservé au niveau de l'entreprise, ben, ne devrait pas être mis dans le OneDrive, ça devrait être mis dans un SharePoint ou un Teams. C'est ça. Ben, vu que c'est dans un canal, c'est dans un SharePoint. Oui. Vu que c'est dans un canal, c'est dans le SharePoint derrière, fait que tu es correct. Exactement. Puis si je faisais des canaux privés pour ça, pour chaque projet, parce que je veux limiter le nombre d'usagers qui ont accès pour ce projet-là, pour cette activité-là. Ben, tu pourrais le faire. Ça serait faisable, mais si c'est juste pour partager des documents, tu pourrais même créer juste une bibliothèque de documents dans le SharePoint derrière pour briser la sécurité, puis ensuite, ben, tu ajoutes un onglet qui pointe vers cette bibliothèque-là dans ton team, puis tu n'as pas besoin de créer un canal privé. Il faut savoir, quand on crée un canal privé, là, il y a un groupe 365, il y a un nouveau site SharePoint, il y a plein d'affaires qui est créé derrière. Si tu n'as pas besoin de tout ça, c'est juste un dossier sécurisé que tu veux faire,
tu es capable d'aller le faire dans le SharePoint existant dans ton team et de le faire afficher au monde que tu veux dans ton outil. Oui, mais c'est parce que mon Teams il contient plusieurs membres de différents groupes. Tu as le groupe logiciel, le groupe hardware. Oui, c'est ça. Mais quelqu'un qui connaît, tu sais que dans Teams, les documents sont dans SharePoint. Fait que quelqu'un qui connaît le SharePoint derrière, il est capable d'aller configurer une bibliothèque de documents ou un dossier qui va être sécurisé à l'intérieur de Teams. Et ensuite, on peut le faire afficher dans ton équipe Teams et ça va t'amener à la même chose, mais tu n'auras pas tout le concept du canal privé et tout ça derrière. Là. Ah ben là, il faut que j'apprenne cette mécanique-là. Là. Ça, je ne la connais pas. OK, bon point. Ben, donc, que j'aille un lien pour connaître ça. Parfait. Merci beaucoup. C'est sûr que la méthode facile, rapide, ça serait de créer un canal privé. C'est pas nécessairement avec tout ce qui est créé derrière. C'est ça. Mais c'est plus le fait d'avoir un SharePoint pour en fait une bibliothèque puis le rattacher. Je pense que c'est ça le mieux. C'est une option. Fait qu'il faut prendre le temps d'évaluer c'est quoi les besoins. C'est ça. Mais là, moi, c'est comment rattacher ça à Teams. C'est ça que j'essaie de figurer. OK. Joris? Oui, juste en ajout par rapport à tout ce qui a été dit, c'est très important d'avoir les bons réflexes pour la collaboration, mais c'est d'autant plus important que de s'assurer que c'est sécurisé. Parce que ce que j'ai de plus en plus là sur les projets que j'ai, c'est des projets de sécurité parce qu'on perd le contrôle de sa donnée, que ce soit sur Teams, OneDrive ou SharePoint ou d'autres éléments. Donc, au-delà de la collaboration et tout ça, il faut se poser la question vraiment d'aussi quelle sécurité est mise derrière et sur quel environnement. Et notamment, aujourd'hui, encore plus, je vois que il me semble que c'est Laurent qui a mis une parenthèse, notamment par rapport aux éléments de sécurité qu'on peut rattacher aujourd'hui avec les étiquettes, avec la partie protection de données, etc. Donc, c'est quand même une partie importante à considérer dans la manière de collaborer. Merci beaucoup. Oui, c'est hyper important. Puis Vincent, tu avais 2-3 petits points que tu voulais apporter? Oui, très rapidement. Un point très important. Le graphe AAD, il pensait le graphe AAD, pas le Microsoft Graph, le graphe AAD, l'ancien, le grand-père du graphe. Ils pensaient le retirer en juin. Ils ont repoussé la date de retrait probablement en décembre, c'est pas encore confirmé. Mais c'est très important, en fait, l'inventaire de vos implications. Regardez à tout ce qui parle de AAD Graph, Active Directory Graph, Windows Identity Graph, c'est le vieux nom. Si ça parle à graph.windows.net, ça s'en va. Donc, c'est le temps de migrer vos applications vers le Microsoft Graph parce qu'en décembre, je ne veux pas qu'il y en ait un de vous là qui soit sur l'appel en ce moment, qui vienne pleurer et dise hey, pourquoi vous avez retiré le AAD Graph, mon application utilisée en production, ça va partir. Ça ne veut pas dire forcément que le AAD Graph PowerShell va partir tout de suite, mais il ne va pas tarder à suivre derrière non plus. Il va y avoir aussi des changements au niveau de la synchronisation d'identité. Assurez-vous d'être bien à jour sur le dernier client. Je sais que toi, tu travailles avec ça, donc ça devrait bien se passer. Mais encore une fois, je répète, le AAD Graph va partir bientôt. Donc, migrez vos applications. Venez pas pleurer ensuite. Et allez vers Microsoft Graph. Microsoft Graph, lui, il reste là. Hein. C'est là qu'il faut s'en aller. On est d'accord. Fini par des questions. Des questions. Des questions, mic drop. Sinon, à part ça, il y a des changements au niveau de l'enregistrement des applications, où vous allez avoir un maximum pour les secrets de 2 ans de validité. Avant, ça pouvait aller jusqu'à 99 ans, si je me souviens bien. Au niveau du Microsoft Graph, c'est celui qui reste, celui qui est beau pour la production, celui qui est beau pour vos applications. Il y a 2 nouveautés, enfin 2 nouveautés importantes, dirons-nous. La première, c'est qu'on a des nouveaux types de permissions pour les API Teams qui étaient très, très, très demandés. Pour faire de l'application only, pour faire du resource specific consent, c'est-à-dire je donne l'accès à cette Teams-là et à rien d'autre. Donc, il y a des nouvelles permissions qui sont en train d'arriver. Il y a aussi, au niveau de l'API des tâches, des changements cassants, des changements, je ne sais pas comment dire en français, breaking changes, qui s'en viennent au niveau de l'API bêta. Parce qu'ils sont en train de revamper tout le système de tâches dans Office 365 et dans Microsoft Graph.
Et pour terminer, pour SharePoint, donc il y a la 1.14 qui est sortie en GA il y a quelques semaines. Il y a la 1.15 qui est sortie en preview, enfin qui va sortir en preview d'ici pas très longtemps. La majorité des changements sont par rapport aux clients pour le graphe, aux adaptive cards et aux affaires de déploiement aussi et de configuration. Et dernière information pour SharePoint, quelque chose qui me rend triste parce que j'ai travaillé avec à l'époque où c'était sorti, le service de traduction automatisé de SharePoint, pareil, est en train d'être déprécié et en train de partir. Donc, si vous avez des applications qui se basent, que ce soit on-prem ou que ce soit online, qui se basent sur le Machine Translation Service et ses API, il va falloir penser à migrer une alternative. Il y a des services dont Azure qui sont disponibles depuis longtemps maintenant, que vous pouvez utiliser pour remplacer, mais ça veut dire changer de SDK, se connecter à une autre API, etc., etc., etc. Donc, pensez-y parce que ça va arriver assez vite. Et c'est tout pour les nouvelles de mon côté. Je vois que Francis vient de lever sa main. Vas-y, Francis. Oui, 2 commentaires. Le premier, c'est Planner. Dans le graphe, il n'y a pas de permission app only, ni Excel non plus. Va chialer sur Tech Community, va voter sur l'idée, etc. Parce que ça fait des années qu'on leur dit qu'il faut qu'ils ajoutent ces types de permissions et ils nous disent il n'y a pas de clients qui ont besoin de ça. Donc vas-y. OK. Puis deuxième commentaire, c'est comme consultant qui fait des in and out dans plusieurs clients, de voir des choses qui sont dépréciées puis qui pètent des applications qu'on a mis en place, puis le consultant est disparu dans la brume depuis 2 ans. Tu sais, comment est-ce que Microsoft s'imagine que les clients qui n'ont aucune idée, là, qui se sont fait installer de quoi, programmer de quoi, là, ça pète tout subitement parce qu'on a déprécié des choses? C'est dans le cadre de... juste un chiolage, là, mais... Non, tu as parfaitement raison. Dans le cadre du AAD Graph, il y a des emails qui sont en train de partir pour chaque application qui a des permissions enregistrées pour le AAD Graph. Donc, si vous avez des applications qu'on voit avec la télémétrie qu'elles sont actives, que ce n'est pas juste des trucs que vous avez testés un jour, et qu'elles parlent au AAD Graph, attendez-vous à ce que les admins de tenants et les gens qui ont créé l'application reçoivent des courriels. Et il y en a déjà qui ont commencé à partir pour dire « Hey, ton application, là, elle utilise encore le AAD Graph ». Là où il faut faire aussi attention pour le AAD Graph, c'est pour tout ce qui est script PowerShell qui utilisait le module MS Online ou le module AAD Graph. Tout ça devrait continuer à fonctionner malgré le retrait des API, mais il y a certains commandlets qui ne vont plus fonctionner. Et là, je vous conseille simplement de faire un audit de vos scripts qui tournent et d'aller les chercher. Je ne pense pas qu'il y aura de communication spéciale par rapport à ces modules-là. Pour le Machine Online Services, le Machine Translation Service, je pense qu'il y a eu une nouvelle dans l'Admin Center, mais je pense que c'est pas mal tout. Et effectivement, c'est vite fait que les clients ratent cette nouvelle-là et qu'il y a une application qui arrête de fonctionner et que les gens se mettent à chialer. Et je suis entièrement d'accord avec toi, Francis. Mais continuez à faire ce feedback aux équipes produits de Microsoft parce qu'en fait, c'est à chaque équipe produit de bien gérer leur migration, leur déprécation. Vas-y, Nico. Non, je voulais juste faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Francis. Mais je pense, je me trompe peut-être, et peut-être que vous allez me trouver plate, mais c'est un peu notre job de supporter les applications qu'on livre. C'est un peu le job, tu sais, tout le monde, quand on développe une application et qu'on livre une application custom quelque part, ça fait partie de notre job de base de supporter l'application. Donc, ça, les clients. Nico, rallume ton micro. Allume ton micro, Nico. J'ai désactivé tous les micros parce qu'il y en a un qui... Non, c'est... Allô? C'est fini? Fini? OK, merci beaucoup à tout le monde pour votre présence. C'est cool, on a eu un bon groupe, des bonnes discussions. Si vous avez des propositions, encore une fois, vous voyez, on est à l'écoute. Vous avez des sujets que vous voulez entendre parler, dites-nous-le. On va faire notre possible pour faire venir des conférenciers. Puis la salle de Microsoft, les lumières vont fermer dans quelques minutes. Alors, le mois prochain, rencontre chez Microsoft et l'autre mois aussi. Alors, ça va être cool de pouvoir se voir finalement tout le monde ensemble puis d'aller prendre une petite bière ou un petit jus d'orange après la conférence. Alors, merci beaucoup et bonne soirée et au mois prochain. Salut tout le monde! Merci, bye! Merci beaucoup! Bye.